point 100% consacré aujourd'hui à la désormais fameuse taxe Zuckman. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il s'agit d'un impôt proposé par un économiste du nom de Gabriel Zuckman sur les hauts patrimoines. Il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi allant dans ce sens. De son côté, le Sénat l'a rejetée. Je vous propose de revivre ces débats dans l'hémicycle et on en reparle juste après. Nous discutons aujourd'hui d'une proposition de loi dans le cadre du temps réservé au groupe écologiste Solidarité et Territoires, instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Je souhaite d'abord remercier le rapporteur Capu pour son excellent rapport ainsi que les travaux de grande qualité menés à la Commission des finances qui a, je l'indique, rejeté le texte la semaine dernière. Alors ces derniers mois, depuis l'adoption du budget avec plusieurs semaines de retard, les services votés qui en ont découlé et plus largement les événements politiques que nous avons connus, dans ce cadre, les Français ont exprimé un fort besoin de stabilité, notamment en termes fiscaux. Ainsi, comme Éric Lombard et moi l'avons indiqué à plusieurs reprises, les impôts exceptionnels issus de la loi de finances 2025, à savoir la surtaxe d'impôt sur les sociétés et la contribution différentielle sur les hauts revenus, resteront exceptionnels. Nous n'avons pas comme projet de créer de nouvel impôt. Cette stabilité fiscale est primordiale pour favoriser l'écosystème qui permet à nos entrepreneurs, aux investisseurs et aux talents de créer de la richesse et de l'emploi en France. Je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui se tient Vivatech, qui est devenu le premier salon européen en termes d'attractivité et d'innovation. Et je crois que nous pouvons collectivement, quels que soient nos bords politiques, nous enorgueillir de cette capacité de rayonnement, de création et d'initiative économique et également de préparation de l'avenir. C'est notamment cette création de richesse qui contribue à maintenir sur le territoire national des entreprises en forte croissance. C'est cette stabilité fiscale qui permet également à ce que nos start-up puissent se financer, que nos PME innovantes puissent grandir et que nos industries stratégiques puissent rester sur notre territoire. Au fond, cette stabilité fiscale permet à des entreprises de grandir et donc aux emplois de demain de se créer. Il est en effet manifeste que la proposition de loi examinée ce jour, instaurant, je cite, un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, est à rebours des objectifs du gouvernement. Une telle contribution serait, et je le dis ici avec sérénité, à la fois confiscatoire et inefficace. Confiscatoire d'abord, car on ne peut raisonnablement pas soutenir ce nouvel impôt Zuckman qui promet de produire 5 fois plus de rendement que l'ISF, concentré sur 2000 personnes, là où l'ISF frappait 350 000 contribuables. Jamais les biens professionnels n'ont été inclus dans l'assiette de l'ISF. Et taxer les biens professionnels aurait des effets catastrophiques en termes d'expatriation des contribuables et imposerait aux entreprises, notamment les ETI, de distribuer d'importants dividendes à leurs actionnaires pour leur permettre de payer l'impôt. C'est autant d'argent qui irait en moins vers les investissements dont nous avons besoin. Loin d'un impôt plancher ou d'un impôt minimum, cette proposition de créer une contribution que je pourrais appeler maximalement confiscatoire, si elle était adoptée, ferait immédiatement fuir les foyers les plus aisés. Nous parlons de 1800 personnes, là où l'ISF, je le rappelle, concernait 350 000 personnes. Et donc, les études économiques sur la mobilité de ces personnes n'ont par définition rien à voir et ne peuvent être extrapolées. Et donc, ce n'est pas moi, mesdames et messieurs les sénateurs, qui dit que c'est un impôt confiscatoire, mais le Conseil constitutionnel qui le disait, puisqu'en 2012, il indiquait qu'avec un taux de 2%, l'ISF, qui ne couvrait pas les biens professionnels, devait s'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En somme, je crois que le seul risque de cet impôt, c'est qu'au fond, personne ne le paye. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre mécanisme, porté par le groupe écologiste et social, écologiste Solidarité et Territoires, pardon, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai exporté un concept venant d'une autre assemblée, vous proposez l'exit tax pour que les 2000 contribuables visés par cette nouvelle impôt puissent, s'il leur venait de vouloir quitter le pays,
néanmoins payer l'impôt. Vous avez donc prévu un dispositif renforcé qui permettrait de continuer à imposer les exilés fiscaux après leur départ. En fin de compte, si l'on suit votre logique, vous nous dites le rendement sera assuré pendant 5 ans puisqu'il sera payé soit en France, soit via l'exit tax. Mais j'aimerais que nous regardions en face ce qu'il se passerait la 6e année. Eh bien, nous n'aurions ni le rendement, ni l'exit tax, ni les entreprises. Et il me semble que donc provoquer des expatriations certaines pour un rendement incertain est une décision à la fois économique et fiscale que je ne peux, dans mes fonctions, tolérer. Disons-le clairement, la taxe ne peut en aucun cas être mise en place isolément à l'échelle nationale, alors que nous évoluons dans une économie ouverte, dans un monde où le capital est mobile. Seule une approche pragmatique, associant les pays de l'OCDE dans un cadre concerté, serait pertinente pour porter ce combat. Et je tiens, mesdames et messieurs les sénateurs, vous dire que j'ai personnellement porté ce combat. Il l'a été par la France, lors du G20 de l'an dernier, avec le Brésil. Il l'a été par Bruno Le Maire et son homologue Fernando Haddad. Il l'a été par le président de la République, Emmanuel Macron, avec le président Lula. Et il l'a été ensuite, puisque c'était mon rôle à l'OCDE, très activement, pour que l'OCDE, où nous avons réussi à trouver un accord mondial sur la fiscalité des multinationales, je le rappelle, soit un lieu où cette proposition, et je le dis ici, qui serait tout à fait intéressante à déployer dans le cadre du G20 ou du périmètre de l'OCDE, puisse avancer. La raison de cette négociation serait que si nous étions dans un cadre collectif, harmonisé et négocié, alors nous pourrions définir une assiette collective négociée internationale qui ne fasse pas débat et qui n'amène pas à une mobilité du capital. L'approche que je défends au gouvernement avec Éric Lombard est, elle, je crois, plus économiquement viable. C'est celle de l'efficacité fiscale. Il n'est pas question de surtaxer les Français qui produisent de la richesse, qui réalisent des investissements productifs, en particulier dans les jeunes entreprises innovantes, ainsi que ceux qui payent déjà un impôt proportionné à leur capacité, que ce soit au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les revenus ou de l'IFI. Qu'il se rassure, l'environnement fiscal sera, comme pour tous les Français, stable et les acquis des réformes sur la fiscalité du patrimoine, mais surtout sur l'investissement productif, seront préservés. C'est précisément cette voie, celle de la réforme de l'ISF, celle de la création de la flat tax, qui a permis à la France de devenir championne d'Europe en matière d'investissement direct étranger, notamment dans l'industrie. Mais pour autant, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, promouvoir un cadre fiscal stable et attractif n'empêche pas, et j'ai un point de convergence, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices avec vous, cela n'empêche pas de s'interroger sur des situations marginales de suroptimisation qui peuvent nuire effectivement à l'efficacité de l'impôt. Et donc la stabilité fiscale, ce n'est pas le statu quo. Plus précisément, il nous revient, et je crois que nous convergeons sur ce point, de nous assurer que les contribuables qui utilisent aujourd'hui des mécanismes légaux pour contourner l'impôt ne puissent plus le faire. Et parallèlement, il me semble primordial que nous arrivions à faire que notre épargne massive en France actuellement aille prioritairement vers des investissements productifs en Europe, alors que plus de 300 milliards d'euros d'épargne européenne continuent de partir chaque année vers les États-Unis. Il n'est par exemple pas logique, et je vous l'accorde, c'est un point sur lequel nous devons travailler, et nous y travaillons. Il n'est pas logique qu'un ménage dont le patrimoine se chiffre en dizaines de millions d'euros puisse thésauriser ses revenus non distribués dans une holding patrimoniale, ainsi financer son train de vie avec cette holding et ne payer aucun impôt sur le revenu. En bref, c'est bien la rente qu'il faut taxer et non le rentier. Cependant, nous le présenterons, et ce sera un débat dans les prochains cadres budgétaires, nous ne devons manier cette fiscalité qu'avec la main qui tremble et avec la même boussole que depuis 2017, à savoir prendre le temps de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes, y associer des économistes, étudier les dispositifs mis en place à l'étranger. Je cite notamment l'imposition des holdings au Luxembourg comme un exemple, ou encore le régime espagnol qui présente certains avantages et intérêts, et proposer ainsi un dispositif qui réoriente l'épargne vers les investissements productifs européens plutôt que de créer une nouvelle taxe. L'engagement du gouvernement, c'est que la suroptimisation ne prospère pas, mais l'engagement du gouvernement, c'est que l'investissement
l'innovation, la croissance des entreprises soient aussi une boussole. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole maintenant à Monsieur Emmanuel Capus, rapporteur de la Commission des Finances. Vous avez 10 minutes, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui donc la proposition de loi de Mesdames Eva Sas et Clémentine Autain instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des plus riches. Nous l'examinons, il faut bien le reconnaître, mes chers collègues, sous l'amicale pression, l'amical lobbying intense et remarqué de ses auteurs. Mais je sais que le Sénat est capable de débattre dans la sérénité et est assez résistant à ce type de pression extérieure. Alors pourquoi cette proposition de loi maintenant ? D'abord, on ne va pas se le cacher, parce que l'ISF est un totem d'une partie de cet hémicycle depuis assez longtemps. Mais pourquoi maintenant ? Parce que dans une note de 2023, de juin 2023, l'IPP, l'Institut des politiques publiques, a relevé l'existence d'une forme de régressivité de l'imposition sur les très hauts revenus. Le taux effectif d'imposition, tous impôts directs compris, qui atteint 46% pour les plus riches, devient régressif au-delà de 0,1% des plus aisés, des foyers fiscaux les plus aisés. Donc vraiment tout en haut de la pyramide. L'IPP obtient ce résultat en suivant un concept nouveau de définition du revenu, non pas par le revenu fiscal, mais du revenu élargi au revenu non distribué, mais contrôlé par les ménages. Ce constat n'est d'ailleurs pas propre à la France. Comment s'explique ce phénomène ? Simplement parce que les plus aisés peuvent structurer leur patrimoine de façon à ce que ces revenus soient moins imposables en ne se versant pas de dividendes ou en recourant à des holdings dont le régime fiscal est plus avantageux. Face à ce constat, Gabriel Zucman, après avoir soutenu la NUPES en 2022, a proposé dans un rapport qu'il a publié en juin 2024, à la demande de la présidence brésilienne du G20, la mise en place d'une taxe différentielle de 2% sur le patrimoine des milliardaires, voire des centimillionnaires au niveau mondial. Ce taux s'appuie, les 2%, sur un constat qu'il fait, qui est que les entreprises dans le monde obtiendraient une croissance de 7,5% par an, selon lui. C'est un constat qui est fait au niveau mondial, pas au niveau français. Ce constat est à prendre avec des pincettes parce qu'il s'appuie principalement sur les résultats du magazine Forbes, qui ne cite pas ses sources. Et autre bémol, ça n'est pas parce que c'est une moyenne, 7,5%. Il y a des années où c'est moins bon, d'autres années où c'est meilleur. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Le constat que nous examinons aujourd'hui est la traduction concrète de cette proposition. Il crée cet impôt plancher et cette contribution différentielle sur les personnes qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. L'objectif du texte est de s'assurer que les plus riches paient bien au moins 2% de leur patrimoine en impôts. Je pense que là-dessus, nous sommes d'accord. Les autrices de la proposition de loi ont prévu un dispositif d'échelonnement du paiement de l'impôt en cas d'impossibilité pour le contribuable de s'acquitter du montant dû en raison d'une situation qu'elle qualifie elle-même de gêne. Selon d'ailleurs Gabriel Zucman, le rendement de l'impôt pourrait représenter environ 20 milliards d'euros, avec une marge d'erreur, selon lui, de 5 milliards d'euros. La Commission des finances, je l'ai déjà dit en commission, donc ça n'est un mystère pour personne, demandera le rejet de ce texte sur deux fondements principaux. En premier lieu, le constat sur lequel s'appuie ce texte me semble sujet à débat. La Commission relève que le constat de la régressivité de l'impôt au sommet de la distribution repose sur un choix méthodologique qui est nouveau, qui est inédit, sur un concept qui n'a rien d'évident, l'assimilation d'une personne physique avec la société qu'il contrôle pour déterminer la notion de revenu économique, contrairement au principe de personnalité de l'impôt qui sous-tend toute la fiscalité française. C'est une nouveauté, c'est le premier bémol. Par ailleurs, la notion de régressivité recouverte par l'étude de l'IPP est elle-même discutable. En effet, si les personnes les plus aisées veulent dépenser leurs revenus économiques, c'est-à-dire leurs revenus non distribués des sociétés qu'ils détiennent,
eh ben, ils vont payer l'impôt. Ils vont se les verser et là, ils paieront l'impôt. Et donc, on n'aura plus cette régressivité qui n'est pas prise en compte au moment, dans les calculs qui sont faits. Il paraît donc, selon un des économistes que nous avons auditionné, Jean-Baptiste Michaud, fondamentalement problématique d'évaluer la progressivité de l'imposition des revenus du capital à partir d'une approche statique, c'est-à-dire en omettant l'imposition, la flat tax qu'ils vont payer lorsqu'ils se verseront les dividendes lors de la consommation future. Mais, mes chers collègues, il n'y a pas que la méthode qui pose une difficulté. En second lieu, cet impôt présente beaucoup trop de faiblesses d'ordre constitutionnel, opérationnel ou économique pour être adopté. Les faiblesses constitutionnelles d'abord. Le Conseil constitutionnel, vous le savez, s'assure que l'imposition prend en compte la faculté contributive des contribuables, de sorte que la loi fiscale n'ait pas un caractère confiscatoire. Pour ce faire, le juge constitutionnel identifie un taux marginal, maximal, d'imposition. S'agissant de l'imposition sur la fortune, il exige d'assortir l'imposition du patrimoine sur un mécanisme de plafonnement, sauf si le taux est suffisamment bas. En 2011, il a dit qu'un taux à 0,5 sans plafonnement, ça passait, c'était constitutionnel. En revanche, en 2012, il a dit qu'un taux de 1,8 n'était pas valide s'il n'y avait pas un plafond. Le Conseil constitutionnel, très concrètement, sera donc amené à censurer un taux d'imposition sur le patrimoine situé entre 0,5 et 1,8% s'il n'était pas assorti d'un dispositif de plafonnement sur les revenus. Faiblesse opérationnelle ensuite. D'abord, il y a des difficultés de valorisation. En 10 minutes, je n'ai pas le temps d'expliquer en quoi c'est compliqué pour les entreprises cotées et pourquoi c'est encore plus compliqué pour les entreprises non cotées de valoriser leur valeur. Ensuite, il y a des difficultés de liquidité des personnes concernées. En effet, le nouvel impôt pourrait toucher des personnes dont le rendement du patrimoine est faible, voire négatif. 7,5% évalué par Gabriel Zucman, c'est une moyenne. Ça peut très bien être négatif une année, positif l'année suivante. C'est en particulier le cas s'agissant d'entreprises qui viennent d'être lancées. Les start-up, les propriétaires d'actions de ces sociétés qui peuvent être fortement valorisées ne perçoivent pas nécessairement un revenu aujourd'hui, puisque la valeur de leurs actions est fondée sur les recettes futures estimées par les investisseurs en prévision des bénéfices à venir. Très concrètement, le dispositif pourrait ainsi obliger certaines personnes à revendre leurs actions pour s'acquitter de l'impôt, et en plus pour un montant supérieur à la valeur de leur impôt, parce qu'ils devront payer à ce moment-là 30% de flat tax. Le présent texte a vu le problème, puisqu'il prévoit un lissage de l'IPF en cas d'impossibilité pour le contribuable de s'acquitter du montant, mais l'échelonnement sur 5 ans et même sur 6 ans, comme certains le proposent sur ces bancs, paraît totalement incapable de résoudre ce problème. Troisième difficulté, après la valorisation et le problème de liquidité, la difficulté de l'exit fiscal, qui, de la voix même de son auteur, Gabriel Zucman, n'est pas du tout à écarter. On a cependant une divergence d'appréciation, puisque Gabriel Zucman et une partie d'entre vous, mes chers collègues, nous disent qu'il y a eu des études et que ces études démontrent que l'exil fiscal est assez faible. Certes, ces études existent. Certes, l'exil fiscal est assez faible par rapport au volume des 360 000 assujettis à l'ISF sur lesquels ces études portaient. Mais en réalité, on n'est pas du tout dans le même schéma, puisqu'on n'est pas sur l'ISF. On est sur un impôt qui, pour la première fois, porterait sur le patrimoine professionnel, donc ça n'a jamais été évalué, sur un nombre de contribuables beaucoup plus limité, dont on ne sait pas exactement combien il serait. C'était 360 en 2016 et c'est évalué par les auteurs à 1800. Et donc, on voit bien que si 1 ou 2 ou 3 de ces contribuables s'en vont, c'est presque rien. Effectivement, c'est négligeable. Mais il faut savoir que d'après le magazine Challenge, puisqu'on en est à citer les magazines, 70% de la fortune française est concentrée dans le top 10 des millionnaires ou milliardaires français. Donc ça veut dire que s'il y en a 3 qui partent, c'est 50% du revenu, du rendement de l'impôt qui disparaîtrait. Donc ce risque d'exit fiscal n'est absolument pas à négliger. Et là-dessus, un collègue de Gabriel Zucman, Antoine Lévy, qui lui-même enseigne à Berkeley, nous a alertés sur ce point. Faiblesse économique, enfin. En contraignant leurs propriétaires à céder leurs actions pour acquitter l'impôt, cet impôt
dissuaderait la création de nouvelles entreprises. Bien plus, il déstabiliserait l'actionnariat des entreprises françaises. Et d'ailleurs, un des amendements que vous avez proposé montre bien que ça pose un vrai problème, notamment sur les entreprises stratégiques, mais pas que sur celles-ci. Par ailleurs, ce sont ces personnes qui sont ciblées qui sont les premiers à avoir du capital, à investir en capital risque. Et donc, forcément, ça portera atteinte à l'investissement dans nos territoires. Et donc, pour l'ensemble des sénateurs de cet hémicycle, dans chacun de nos territoires, ça aura un impact sur l'investissement dans les entreprises qui investissent en local. Enfin, il n'apparaît pas nécessaire de justifier d'imposer les revenus non distribués des entrepreneurs qui, en empêchant la distribution de dividendes, ont fait le choix du développement de leur entreprise, contribuant par là même à celui de l'économie française. Je pense notamment à l'entreprise SEB, par exemple. Au total, mes chers collègues, si, comme la ministre, on peut imaginer des mécanismes pour éviter que les dividendes qui ne sont pas versés, ou en tous les cas, éviter la progressivité limitée en fin de distribution tout en haut du spectre, nous ne sommes pas hostiles à envisager un mécanisme, mais il me semble que le mécanisme qui est proposé n'est pas le bon, que d'autres existent, celui de la ministre qui est proposé, et il me semble, et je conclus, Monsieur le Président, surtout que mon compteur n'indique pas le temps qu'il me reste en réalité. Bien, il tourne. Et il me semble que l'une des autres réponses, et cela ne vous étonnera pas si je vous la propose, serait, plutôt que d'augmenter les impôts face à ce constat, plutôt que d'augmenter les impôts des très très riches, baisser les impôts de tout le monde pour que les gens normaux se trouvent dans la même situation que les très très riches, notamment en matière d'imposition sur l'épargne et en leur offrant par exemple la possibilité de ne pas payer de flat tax sur leur propre épargne. Merci monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant monsieur Xavier Iacovelli pour le groupe du RDPI. Vous avez que 5 minutes, chers collègues. Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour débattre de la proposition de loi dite Zucman visant à instaurer un impôt plancher sur les ultra-riches. Ce texte, sous des apparences de justice sociale, est traversé par une forme de démagogie aussi séduisante en surface qu'inquiétante dans ses conséquences. L'idée de faire contribuer davantage les plus fortunés peut, à première vue, sembler juste. Mais il y a à regarder de plus près, cette mesure repose sur un mécanisme fragile, juridiquement contestable et économiquement risqué. En effet, ce texte propose un impôt plancher de 2% sur les contribuables ayant un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, en y intégrant dans l'assiette fiscale à la fois le patrimoine privé, mais aussi le patrimoine professionnel. Cela signifie concrètement que l'on taxe sans distinction l'outil de travail comme s'il s'agissait d'un simple coffre-fort. Or, une entreprise n'est pas un capital dormant qui ne profite qu'à son propriétaire. C'est un levier d'investissement, de croissance et de création d'emplois dans un pays. Pardonnez-moi, mais cette loi enverrait un signal clair à ceux qui contribuent à l'attractivité économique de notre pays, celui de la défiance. Et ce, au moment même où la France a regagné en attractivité grâce à des réformes engagées depuis 2017. Les résultats sont là. Depuis 2018, c'est près de 380 contribuables très fortunés qui sont revenus s'installer en France et payer leurs impôts. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs quelques faits, ou plutôt un constat établi depuis 2015. La fameuse taxe de 75% mise en place par le président Hollande sur les revenus dépassant plus d'1 million d'euros par an a été, on peut se le dire, un échec. Un échec pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle n'a pas rapporté les recettes escomptées. En 2 ans, cette taxe n'a généré que 420 millions d'euros, une somme loin d'être négligeable, certes, mais bien en deçà des attentes pour nos finances publiques. Ensuite, parce qu'elle a provoqué un exil fiscal massif, en particulier chez les chefs d'entreprise. On estime entre 3 500 et 4 000 le nombre de contribuables ayant quitté la France, soit 5 fois plus qu'en 2011. Enfin, elle a pénalisé l'attractivité économique de notre pays. Alors j'ai la conviction que l'adoption de cette proposition de loi entraînerait les mêmes conséquences à la fois sur l'exil fiscal ainsi que sur les rendements nettement inférieurs aux prévisions estimées. Alors posons-nous les vraies questions, chers collègues. Souhaitons-nous faire revenir les talents ou les faire fuir? Souhaitons-nous une France d'opportunité ou une France de pénitence fiscale? Souhaitons-nous réellement trouver une solution durable aux défis budgétaires de la France ou préférons-nous faire fuir nos plus gros contributeurs au risque de faire peser
un effort supplémentaire sur l'ensemble des Français. Ne nous trompons pas d'objectif. Il ne s'agit pas ici de défendre les ultra-riches, mais de défendre une vision que la France est capable d'attirer les investissements et les talents. Chers collègues, dans un monde globalisé, les capitaux se déplacent et les cerveaux aussi. Et nos concurrents n'attendent que nos erreurs. La Suisse, les Émirats, le Portugal, les États-Unis sont déjà prêts à accueillir tous ceux que nous découragerons. Oui, nous aspirons toutes et tous à un monde plus juste, plus égalitaire. Et cette proposition de loi, chers collègues, séduit dans sa simplicité. Taxons les plus riches pour plus de justice. Les milliers de mails que nous avons reçus, relayés souvent sous couvert du soutien d'une partie de la classe politique, témoignent d'ailleurs de cette tentation collective du raccourci. Mais dès qu'on gratte un peu le vernis, on mesure la complexité d'un tel sujet. Appliquée seule, sans coordination internationale, cette mesure pourrait aggraver les inégalités qu'elle prétend combattre. Tendre vers le bon sens est une ambition commune, mais confondre la simplicité et le simplisme, c'est prendre le risque d'une fausse solution à un vrai problème. Nous devons ainsi privilégier les travaux menés au niveau international, comme le pousse le président de la République, rappelé par Madame la Ministre, en vue d'une imposition minimale mondiale des plus fortunés. Et puis au niveau national, il faut que nous puissions lutter contre une optimisation fiscale considérée et réellement injuste. Parce qu'en effet, on ne peut pas demander 40 milliards d'efforts aux Français sans réfléchir à une contribution pour les plus riches pour une meilleure justice fiscale. Mais cela doit se faire dans une intelligence, dans l'efficacité et dans le sens des réalités. Trouver des alternatives responsables, oui. Tomber dans une démagogie punitive et symbolique, non. Mes chers collègues, il est temps d'avoir le courage de défendre une ligne claire, celle d'une France ambitieuse et pas pénalisante, d'une France qui attire et qui ne fait pas fuir, d'une France qui croit en ses entrepreneurs et qui ne les stigmatise pas. Le vrai courage n'est pas dans une imposition fiscale permanente et punitive, mais dans l'investissement, dans la réforme, dans l'économie et dans la construction de solutions réalistes et pragmatiques. C'est pour cette raison que le groupe RDPI votera contre et s'abstiendra majoritairement sur ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Raphaël Daubet pour le groupe de RDSE. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il est des textes qui, en soi, ne résolvent pas tout, mais ouvrent tout de même une brèche dans le mur des injustices. Eh bien, je crois que cette proposition de loi en fait partie. Elle a le mérite et le courage de s'attaquer à un angle mort de notre fiscalité, celui de ces nouveaux superpatrimoines, de ces fortunes insolentes qui prospèrent aujourd'hui bien plus rapidement que l'impôt ne les suit. Je le dis sans démagogie, sans stigmatisation de ceux qui sont concernés par ce texte. Je veux ici saluer l'acte politique. Il faut de l'honnêteté pour dire aujourd'hui que certains, parmi les plus riches de la communauté nationale, ne contribuent pas comme ils le devraient. Il faut de l'honnêteté pour dénoncer cet état de fait qui nous a conduits à tolérer que les plus grandes fortunes s'acquittent dans notre pays d'un effort inférieur en proportion à celui d'un cadre moyen ou d'un artisan. Rappelons-nous la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne l'oublions jamais, au fondement de la République, qui dispose dans son article 13 que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ce texte, mes chers collègues, n'est pas une provocation. Je pense sincèrement qu'il s'adresse aux républicains de tout poil, peu importe qu'ils viennent de telle ou telle bande de l'hémicycle, au fond. Ce texte apporte un début de réponse à une réalité que nul ne peut ignorer. Cette crise budgétaire profonde qui traverse notre pays et déjà se mue en crise sociale. Les inégalités se creusent dangereusement, les services publics meurent à petit feu, notre modèle social est dénigré, le consentement à l'impôt s'effrite et le pacte républicain s'érode. Alors que la grande majorité contribue à l'effort commun, alors que l'on attend d'elle des sacrifices supplémentaires, une infime minorité de contribuables échappe largement et légalement à la solidarité nationale. Je n'enlève rien à leur mérite, ni à leur utilité dans l'économie,
ni à leur fonction dans la société. Mais cette situation n'est pas tenable et il nous appartient de rétablir la justice fiscale. Cette exigence, Madame la Ministre, n'est ni révolutionnaire ni excessive. Elle est juste, elle est républicaine. Alors oui, mon groupe, le plus vieux du Sénat, celui de Joseph Caillaux, soutiendra ce texte. Nous le soutenons sans rien ignorer de ses fragilités. Il nécessite des améliorations, eh bien discutons-en. Mes chers collègues, on nous dira que cette taxe est confiscatoire. Le même mot fut jeté à la figure des radicaux qui hier défendaient l'impôt progressif sur le revenu. On nous dira que les milliardaires s'exileront et que nous avons beaucoup à y perdre. Franchement, nous laisserons-nous intimider? La République peut-elle légiférer sous la menace? Ce débat est un moment de vérité pour chacun d'entre nous. Ce texte n'est pas parfait, mais il est nécessaire. Nous appelons à son adoption et nous appelons à le faire évoluer, non pour l'édulcorer, mais pour lui permettre d'entrer en vigueur, de durer, d'être demain l'une des clés d'un pacte fiscal réconcilié avec la République. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Michel Canevet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, le groupe de l'Union centriste est particulièrement attaché à la justice fiscale dans notre pays. C'est clair, nous avons d'ailleurs formulé de nombreuses propositions en ce sens lors des discussions budgétaires qui sont intervenues encore récemment. Rappelez-vous, le groupe de l'Union centriste a notamment souhaité qu'un impôt sur la fortune improductive remplace l'impôt sur la fortune immobilière qui a été institué depuis la suppression de l'impôt sur la fortune tout court. Hélas, celui-ci, malgré un vote favorable du Sénat, n'a pu prospérer jusqu'à présent, mais nous entendons poursuivre, bien entendu, nos efforts en ce sens, parce qu'il nous paraît normal que ceux qui ont effectivement un patrimoine non productif puissent contribuer de façon significative au rétablissement des ressources de nos finances publiques. Le groupe de l'Union centriste attend beaucoup aussi, il faut le dire, de la commission d'enquête dont la rapporteure est Nathalie Goulet contre la délinquance financière, qui formulera ses propositions le 20 juin prochain. Nous en attendons beaucoup parce qu'effectivement, il importe que nous puissions mettre en place des dispositifs qui permettent de ne pas soutenir l'évitement fiscal ou d'autres dispositions que prennent certains pour ne pas payer l'impôt qui est dû. Et d'ailleurs, en termes de lutte contre l'évitement fiscal, il est bien clair que nous avons déjà formulé de nombreuses propositions, encore notamment, par exemple, l'initiative de Nathalie Goulet sur l'arbitrage des dividendes, par exemple. Nous appelons le gouvernement très clairement à ce que ce dispositif voté par le Sénat puisse effectivement être intégralement mis en œuvre dès que possible. Puis d'autres dispositions l'ont été également. Alors, c'est vrai que la situation des finances publiques demeure préoccupante. Le groupe de l'Union centriste considère néanmoins qu'il faut que l'effort premier soit effectué sur la réduction des dépenses publiques, parce que la France possède déjà le plus haut niveau de dépenses publiques pratiquement parmi les pays développés, et il importe que nous puissions revenir à une situation financière qui soit beaucoup plus saine. En tout cas, nous ne pouvons laisser perdurer les déficits et nous appelons le gouvernement, bien entendu, à formuler des propositions dès le prochain projet de loi de finances de façon à ce que le déficit public puisse se réduire de façon significative. Et nous pensons aussi au niveau du groupe de l'Union centriste qu'il faut quand même, avec beaucoup de prudence, aborder les taxations supplémentaires, tout simplement parce que nous avons fixé un cap concernant l'attractivité de notre pays pour que la stabilité fiscale puisse être de mise dans notre pays. Elle a déjà été mise à mal par la contribution sur les bénéfices, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, qui remettait en cause l'objectif d'arriver à un taux d'impôt sur les sociétés qui soit compatible avec les taux pratiqués par les autres pays. Le groupe de l'Union centriste a, Madame la Ministre, beaucoup apprécié
la contribution différentielle sur les hauts revenus. Elle nous semblait tout à fait appropriée, c'est pour cela que nous l'avons soutenue. Dans la discussion ou la préparation de la discussion budgétaire, nous appelons effectivement à ce que vous puissiez réfléchir sur des dispositions de cette nature qui permettent effectivement de faire contribuer ceux qui ont les moyens de façon significative, en tout cas de façon minimale, à l'imposition qu'ils doivent mettre en avant. Mais la proposition qui nous est soumise aujourd'hui, elle, c'est pas tout à fait la même chose, puisque c'est une proposition qui concerne l'ensemble du patrimoine. Alors, franchement, autant le dire à ceux qui soutiennent cette proposition activement, nous sommes particulièrement gênés par le fait que l'outil professionnel soit intégré dans le dispositif. Ça ne nous semble pas du tout approprié, parce que nous souhaitons soutenir activement le développement économique dans notre pays. Et nous ne pensons pas que ce sera en taxant l'outil de travail que l'on arrivera à soutenir le développement économique. La ministre rappelait tout à l'heure que le salon Vivatex se tient actuellement. Oui, on voit bien que nous avons besoin d'investir de façon massive, c'est le capital risque, dans les entreprises innovantes. Les entreprises innovantes, vous le savez bien, elles peuvent voir leur valorisation nettement augmenter de façon significative lorsque la réussite est au bout. Eh bien, quel signal va-t-on donner à ces acteurs qui ont envie, à ceux qui ont envie d'investir dans le capital risque, dans l'innovation, si on leur dit qu'on va les taxer de façon significative? Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon d'aborder les choses. Il y a certainement d'autres façons. Donc, il est clair que pour nous, en tout cas pour la plupart du groupe de l'Union centriste, puisqu'un certain nombre de nos collègues, il faut que je vous le dise, approuvent la proposition que vous avez présentée, mais la majorité du groupe n'est pas sur cette ligne-là. Et la majorité du groupe pense qu'effectivement, taxer l'outil professionnel n'est certainement pas la meilleure façon de procéder. Et nous aurons certainement d'autres propositions à formuler au gouvernement, notamment la question de la taxation des plus-values, parce que c'est plutôt là-dessus qu'il faut que l'on oriente la recherche de ressources sur la taxation des plus-values. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des donations, eh bien, les plus-values latentes ne sont pas purgées. Et la question est que, effectivement, certains en profitent. Donc, nous appelons là le gouvernement à réfléchir sur la taxation des plus-values latentes. On pourrait récupérer de l'ordre de 2 milliards d'euros avec cela. Et puis, il y a aussi la niche fiscale pour les donations du PER qu'il faudra que l'on revoie. En tous les cas, le sujet est, selon nous, assez mal calibré. Donc, nous pensons de façon majoritaire qu'il ne faut pas soutenir en l'état cette proposition. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe CRC. Car vous avez 4 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous vivons dans une France de l'héritage et pas dans celle du mérite. Une France où la richesse se transmet plus qu'elle ne se conquiert, où le capital paye plus que le travail, où l'État se montre bien plus soucieux du bien-être fiscal des ultra-riches que la précarité réelle de millions de citoyens. Cette loi déposée par nos collègues du groupe GEST a été votée à l'Assemblée nationale. Vous avez oublié de le dire. Il s'agit d'un impôt plancher de 2% sur les grandes fortunes. Ce n'est pas une radicalité. Je le dis, c'est une normalité démocratique. Elle nécessitera par ailleurs une transposition européenne, là où l'harmonisation ne peut pas être utilisée qu'au service du dumping social. C'est le minimum du minimum. Et quand le minimum est perçu comme excessif, ce n'est pas le niveau de prélèvement qu'il faut questionner, Madame la Ministre, mes chers collègues, mais le régime politique et économique qui rend cette discussion inaudible. De longue date, les parlementaires communistes ont proposé de rééquilibrer notre système fiscal. Là où la majorité populaire qui vit de son travail paye proportionnellement davantage que les possédants. Des propositions malheureusement souvent refusées par des gouvernements d'orientation politique différente. Aujourd'hui encore, le taux d'imposition effectif devient régressif, passant de 46% pour les 0,1% les plus riches à 26% pour les 0,002%.
Vous pensez que les Français veulent cette stabilité, Madame la Ministre? Non. Quel qu'ait été leur vote? Quel qu'ait été leur vote aux dernières législatives? Et nous opérons ici un changement de regard, nécessaire, lucide, passer à une lecture strictement fiscale à une lecture économique des situations patrimoniales. Car à ces niveaux de richesse, ce n'est plus le revenu déclaré qui traduit la capacité contributive réelle, mais la masse critique du capital accumulé. Il est souvent, et vous l'avez des fois reconnu, immobilisé, il est parfois, vous l'avez reconnu, dissimulé, et vous l'avez reconnu, il est presque toujours optimisé. Et là est la grande contradiction de la droite. Refuser les outils nouveaux, ceux adaptés à une économie financiarisée, transnationale et spéculative, tout en prétendant défendre l'efficacité de l'action publique. Vous défendez une pseudo-modernité quand elle réduit les droits sociaux et vous invoquez la tradition dès qu'il s'agit de la fiscalité de la fortune. Mais allons au fond. Ce débat ne se résume pas à la question des finances. Il touche à l'éthique républicaine. Il interroge la cohésion de la nation. L'État, Madame la Ministre, est-il encore garant de l'intérêt général? Ou devient-il le protecteur des intérêts particuliers dès lors qu'il dépasse les 8 zéros? Est-ce encore à l'État d'anticiper les exils fiscaux? Ou bien est-ce aux plus fortunés d'assumer enfin de vivre dans un pays où la solidarité n'est pas une option, mais une condition d'appartenance? Et si l'exil fiscal il y a, alors je vais me permettre une audace. Je vais aller aux États-Unis. Étonnant. Depuis 2010, Madame la Ministre, ils contraignent les banques étrangères à fournir des renseignements sur les comptes de leurs ressortissants pour les dépôts supérieurs de 50 000 $. Car enfin, que disent les faits? Et les faits sont têtus. Selon l'Observatoire des inégalités, les 500 premières fortunes françaises détiennent 1 228 milliards d'euros d'actifs nets contre 124 milliards d'euros en 2003, soit une augmentation de 890% en 20 ans, monsieur le rapporteur. Les 10 premières possèdent, elles seules, 400 milliards. Et pourtant, elles contribuent en moyenne à hauteur de 0,2% de leur fortune. Et dans ce contexte, la droite sénatoriale nous explique que ce filet fiscal serait confiscatoire. La vérité, chers collègues, c'est qu'à force de protéger l'exception, vous êtes en train de normaliser l'injustice. Nous ne sommes pas que dans une querelle idéologique, mais dans une exigence éthique. La République, ce n'est pas le confort des puissants. C'est l'égalité comme condition du commun. Et si la République vacille aujourd'hui, ce n'est pas faute d'idées. Il n'y a pas de République sans justice, pas de nation sans contribution. Et l'impôt plancher n'est pas une fin. C'est un signal que la France ne renonce pas à sa promesse, que l'extrême richesse ne peut plus être une extrême dérobade. Et nous voterons avec enthousiasme. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Thomas Dossus pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues, en réalité, la question qu'on vous pose aujourd'hui, elle est assez simple. Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population? L'Institut des politiques publiques a établi dans une étude de 2023 que les plus grandes fortunes françaises paient relativement peu d'impôts grâce à l'optimisation légale lorsque l'on prend en compte l'ensemble du revenu économique. Et le chiffre est trop parlant pour ne pas réagir. L'ensemble des Français, vous et moi, classe moyenne, classe populaire, classe supérieure aisée, paient environ 50% de ses revenus en impôts et cotisations sociales, tout prélèvement compris. À partir de 100 millions de patrimoine, ce chiffre tombe à 27%, soit presque 2 fois moins. Ce diagnostic, je crois, n'est pas contesté. En tout cas, Madame la Ministre, vous ne l'avez jamais remis en cause dans nos échanges. Et partant de ce constat, de brillants économistes ont hier soutenu cette proposition pour la France. Alors je repose la question. Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population? En France, les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine multiplié par 10 en 20 ans, atteignant 1 228 milliards d'euros. Ce qu'on vous propose n'est pas un impôt confiscatoire ou vexatoire, mais la correction d'une inégalité flagrante. C'est un mécanisme anti-abus. Nous avons besoin de garantir une contribution minimale de tous à l'effort collectif.
Le dispositif est simple. Pour les contribuables dont le patrimoine net dépasse 100 millions d'euros, l'impôt total devra atteindre au moins 2% de ce patrimoine. Si ce seuil n'est pas atteint, alors ils devront verser la différence. Évidemment, et c'est ce qui aujourd'hui fait débat, nous intégrons l'ensemble de la fortune dans ce calcul, sinon on passe largement à côté du sujet. On a fait simple, mais pas simpliste. Nous avons bien entendu les fatalistes, encore à cette tribune, celles et ceux qui nous disent « vous allez faire fuir les grandes fortunes de notre pays », celles et ceux qui capitulent déjà devant le chantage à l'exil. D'abord, les études convergent sur le caractère marginal de ce type d'exil. Mais pour répondre aux inquiétudes, un dispositif anti-exil fiscal a été intégré. Ceux qui s'expatrient resteront redevables de cet impôt plancher pendant 5 ans. Ensuite vient le sujet de l'illiquidité, ce patrimoine valorisé tant qu'il n'est pas converti en monnaie et qui sera fragilisé par le besoin de payer cet impôt plancher. Nous proposons la possibilité d'étaler les paiements, comme c'est le cas pour l'impôt sur les successions, ou même, si j'ai bien lu Madame la ministre dans les Échos, le cas pour le dispositif anti-abus que vous êtes en train de concevoir. Reste la question du caractère confiscatoire. Pour un impôt plancher de 2%, qui concerne un niveau de patrimoine dont le rendement est en moyenne de 5 à 6% et qui ne s'applique pas en dessous de 100 millions d'euros, disons-le simplement, il ne mettra aucun des contribuables concernés en difficulté. Et ils pourront continuer à s'enrichir, certes, un peu moins vite. Alors reposons la question, existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population ? À la veille des débats budgétaires qui s'annoncent difficiles, si vous n'intégrez pas les plus fortunés dans la communauté nationale en rattrapant cette injustice fiscale, alors les efforts que vous comptez demander aux Françaises et aux Français seront inaudibles, absolument inaudibles. Rappelons comment Tocqueville décrivait l'impôt sous l'Ancien Régime. Du moment où l'impôt avait pour objet, non d'atteindre les plus capables de le payer, mais les plus incapables de s'en défendre, on devait être amené cette conséquence monstrueuse de l'épargner aux riches et d'en charger le pauvre. Dans les cahiers de doléances de 1789, la réforme de l'impôt figure parmi les revendications principales. La nuit du 4 août 1789, celle de l'abolition des privilèges, c'est la fin des exemptions fiscales de la noblesse et du clergé. 230 ans plus tard, le rétablissement de l'ISF et la soif de la justice fiscale irriguent toujours le cahier des doléances mis en place pendant le mouvement des Gilets jaunes. Chers collègues, je l'ai dit, il n'y a en réalité qu'une question soulevée par cette proposition. Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population ? Évidemment non, et nos textes fondateurs sont clairs sur la question. Alors respectons l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Faisons en sorte que la contribution commune soit répartie également entre tous les citoyens. Votons ce texte. Je vous remercie. Chers collègues, la parole est maintenant à Monsieur Thierry Kozik pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis pour parler d'un sujet ô combien important, l'égalité devant l'impôt. Cette proposition de loi vise à créer un impôt plancher sur la fortune s'appliquant aux personnes physiques dont la valeur nette du patrimoine appréciée au 1er janvier de l'année excède 100 millions d'euros. Cette PPL ne touche donc que les 0,01% des foyers les plus riches de notre pays, soit 1800 foyers. Si nous avons ce débat aujourd'hui, c'est précisément parce que l'impôt sur le revenu, pilier de la progressivité fiscale, échoue depuis des années à imposer équitablement les grandes fortunes de notre pays, car celles-ci parviennent à minimiser leurs revenus taxables. En effet, à partir du seuil des 0,001% des foyers aux revenus les plus élevés, l'ensemble des impôts personnels devient fortement régressif, allant jusqu'à ne représenter plus que 2% du revenu économique pour les 378 foyers parmi les plus aisés. Ce texte ne vise donc pas à taxer les riches, ni même taxer les super riches. Il est d'ailleurs sain qu'en démocratie, nous ayons un débat sur le bon niveau de progressivité de l'impôt. Non, ici, le sujet ne porte pas sur la progressivité de l'impôt, mais uniquement sur la nécessité d'effacer la régressivité qui existe aujourd'hui. Très concrètement, cette mesure ne représente pas le grand soir fiscal. Elle répond juste à une question de bon sens, à savoir rapporter à leurs revenus comment s'assurer que les milliardaires ne paient pas moins de taxes que leurs secrétaires ou leurs chauffeurs.
J'ai écouté attentivement, Madame la Ministre, Monsieur Lombard, lors de son audition au Sénat la semaine dernière. Et je dois dire que j'ai été particulièrement surpris par les arguments déployés par le ministre pour s'opposer à ce texte. Je tiens à revenir dessus, car ils illustrent bien la volontaire méprise que vous faites du dispositif. Tout d'abord, le ministre a repris à son compte le vieil argument éculé selon lequel l'impôt plancher de 2% forcerait les foyers fiscaux concernés à vendre leurs entreprises à l'étranger. Pourquoi une telle assertion quand on sait que les milliardaires ont des revenus qui ne sont pas exactement modestes? En moyenne, leur patrimoine rapporte de l'ordre de 7% par an. Il n'y a rien de surprenant dans la mesure où cela correspond au taux de rendement des grandes entreprises qu'ils possèdent. Si nos milliardaires prétendent ne pas avoir de liquidité, c'est dans la grande majorité des cas parce qu'ils organisent leur propre illiquidité, afin précisément d'échapper à l'impôt sur le revenu. Et ne soyons pas fautement naïfs, car les techniques sont connues. Je pense notamment à l'utilisation des sociétés holding, qui permettent de ne pas justifier de revenus sur la feuille d'impôt, tout en gagnant des milliards. Cet argument n'est donc pas convaincant. Mais le ministre Lombard n'est pas le seul macroniste à s'être positionné contre ce dispositif. Une fois n'est pas coutume, lors de sa dernière allocution télévisée en mai dernier, durant 3 heures, le président de la République, au milieu de ses commentaires sur une vie politique qui s'écrit désormais sans lui, a tout de même voulu marquer son dernier précaré, la défense des plus riches de ce pays. Pointant un illusoire risque de départ massif des plus fortunés de ce pays si le dispositif de la présente loi était adopté, je tiens à revenir sur cette affirmation que la littérature économique sérieuse invalide totalement. Le risque d'exil fiscal qu'engendrerait ce dispositif ne doit pas être mis sous le boisseau. En la matière, les études sont pour le moins éclairantes et leurs conclusions sont univoques. L'exil fiscal en réponse à l'imposition de la fortune est un phénomène négligeable. J'en veux pour preuve l'étude menée récemment en Suède et en Norvège qui nous indique que l'instauration d'un impôt sur la fortune au taux de 1% sur les hauts patrimoines provoque le départ à long terme de moins de 2% des contribuables concernés. C'est donc 98% qui restent avec un effet économique quasi nul. Alors j'entends le risque inconstitutionnel opportunément soulevé par le rapporteur lors de la commission. Mais comme l'a relevé le président Raynal, dès lors qu'un nouveau dispositif est proposé en matière de taxation, on argue désormais quasi systématiquement le risque inconstitutionnel. Je propose de laisser le législateur légiférer et le Conseil constitutionnel statuer. Mais si un tel risque existe, monsieur le rapporteur, bien que marginal, ça vous inquiète tant, je vous invite à voter l'amendement de repli que nous proposons à 1%. Ce faisant, vous réduirez à néant le risque constitutionnel. Vous l'aurez compris, en 10 ans, le patrimoine des 500 plus grosses fortunes du pays est passé de 400 milliards à 1 500 milliards d'euros. Depuis que le président Macron est au pouvoir, la rémunération des actionnaires a bondi de plus de 114%. 78% des Français pensent qu'une taxation plus importante des plus fortunés est nécessaire. Eu égard aux chiffres précités, c'est le sens de l'histoire que de tendre vers plus de justice fiscale, Madame la Ministre. Et pour une fois, en matière d'équité fiscale, j'appelle mes collègues de la majorité sénatoriale à ne pas être du mauvais côté de l'histoire. D'autant plus qu'en 1909, lorsque la Chambre des députés votait l'impôt sur le revenu à l'issue de décennies de débats parlementaires, le Sénat, qui avait une majorité analogue à celle d'aujourd'hui, avait bloqué la mise en œuvre du texte jusqu'en 1914, soit 5 ans tout de même. 8 ans de macronisme ont laissé nos finances publiques dans un état qui ne lui permet plus d'attendre 1 an de plus. Avons-nous vraiment le luxe de nous priver de 20 milliards d'euros de recettes fiscales? C'est la question que pose cette PPL. Mes chers collègues de la majorité, allez-vous encore nous faire perdre 5 ans? Pour le groupe SER, l'exigence de cohésion sociale et d'équité fiscale préside à ce que nous votions favorablement pour ce texte. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Marc Laménie pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez 5 minutes, chers collègues.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, cher Emmanuel Capus, rapporteur, chers collègues. Puis je remercie le groupe GEST de ce texte, parce que je pense que là, c'est aussi un débat, une discussion. Après, il y aura un vote. Et je tenais aussi à exprimer aussi mes remerciements collectifs. Alors, taxer, toujours plus, taxer partout et tout le temps, taxer le revenu, la production, la consommation, les donations et maintenant le capital. Cette obsession pour la taxation sans stratégie établie ni objectif précis autre que la taxe elle-même révèle des courants de pensée en manque d'idées et de plans pour l'avenir de nos enfants. Mais qu'à cela tienne, continuons sur cette voie. Pourtant, dès 1904, Winston Churchill avait alerté « Essayer d'atteindre la prospérité par l'impôt revient à se tenir debout dans un seau et de tenter de se soulever soi-même par la poignée ». Autrement dit, non seulement ça n'a pas trop de sens, mais en plus, c'est impossible. Venons-en au dispositif. Il est issu du rapport de l'économiste Gabriel Zucman, qui était très largement cité, lui-même soutien officiel de la NUPES aux dernières élections législatives. Le dispositif est assez simple dans son idée, mais inapplicable dans la réalité, redoutable pour les effets. Effectivement, il est simple, c'est une taxe de 2% sur le patrimoine des personnes qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Pourquoi est-ce inapplicable? Parce que le dispositif taxe non seulement les biens situés en France des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, mais aussi leurs biens à l'étranger. On se demande comment le fisc va organiser les contrôles fiscaux dans le monde entier, mais admettons que nous ne soyons pas à une certaine incohérence près. Venons-en aux effets néfastes que cette loi aurait. En plus de taxer les biens mondiaux des résidents français, ce texte s'attaquerait aux investissements en France des non-résidents fiscaux. Après avoir été pendant 6 années consécutives la première destination des investisseurs étrangers en Europe, la France enverra un message clair aux investisseurs étrangers: cessez d'investir chez nous, car sinon nous vous taxerons davantage. Les effets néfastes de cette loi ne s'arrêtent pas aux seuls investissements étrangers en France, ils concernent également les investissements de nos entreprises françaises, auxquelles nous sommes toutes et tous particulièrement attachés. En effet, comme toute taxation du patrimoine, cette taxe Zucman pose de très importantes questions de valorisation des entreprises et de solvabilité des personnes visées. De nombreuses entreprises de technologie, principalement des start-up, ont des valorisations très élevées sans être pour autant profitables. Il n'y a donc pas de liquidité disponible pour s'acquitter de l'impôt. Regardons maintenant les effets de cette taxe, non pas sur les start-up, mais sur les grandes entreprises de ce pays, c'est-à-dire celles qui créent le plus d'emplois et font vivre nos territoires. On peut citer vraiment des très grandes entreprises qui méritent aussi beaucoup de respect et de reconnaissance. Pour s'acquitter de cette taxe, les chefs d'entreprise n'auront d'autre choix que de verser des dividendes eux-mêmes soumis à la flat tax, ou pire, de devoir vendre des actions de l'entreprise, cette vente étant elle-même taxée. En fidèles élèves de l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon, pour qui la propriété, c'est le vol, je cite, nous encouragerions les grandes fortunes de ce pays à revendre les actions de leurs entreprises ou à vider ces mêmes entreprises de leur capital non distribué, les empêchant d'investir. J'ajoute que les personnes visées par cette taxe sont les seules à ce jour à être en capacité de faire les investissements sous forme de capital risque dans notre économie. Or, c'est exactement ce dont elle manque. En plus d'une certaine méconnaissance de notre économie, les auteurs de cette PPL font fi de notre Constitution. Je ne reviendrai pas sur les arguments de notre excellent rapporteur Emmanuel, qui a développé sur l'inconstitutionnalité de cette loi. L'adoption de cette proposition de loi, d'une certaine manière symbolique, pour faire parler les journaux pendant quelques semaines, qui nous séparent de la censure du Conseil constitutionnel. Ces quelques semaines enverront cependant le message très clair aux investisseurs, aux futurs chefs d'entreprise, que la France n'est pas le pays où il faut vouloir créer de la valeur et qu'il faut donc lui préférer l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne. Donc pour toutes ces raisons, et moi j'essaie toujours
de comprendre et d'évoluer, même à titre personnel, je le dis, en restant solidaire, certes, de mon groupe. Mes chers collègues, ce texte identifie une certaine problématique, mais propose malheureusement des moins bonnes solutions. C'est la raison pour laquelle les sénateurs, majoritairement les sénateurs du groupe Les Indépendants, s'opposeront à son adoption. Pour ma part, à titre personnel, je m'abstiendrai en restant solidaire de certains de nos collègues. Voilà, je vous remercie. Merci, voilà, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Dominique de Legge pour le groupe des Républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la question de l'imposition des revenus et plus sensiblement des hauts revenus a de tout temps nourri les réflexions des économistes, voire même des moralistes. La présente PPL s'empare donc de ce sujet en proposant l'application en France de la taxe Zuckman, conçue par l'économiste français du même nom. Cette taxe prendrait la forme d'un impôt plancher sur la fortune. Elle repose sur les travaux récents de l'Institut des politiques publiques qui ont apporté un éclairage saisissant sur les inégalités existantes dans la répartition de la charge fiscale en France. Ça a été dit, les 0,02% des contribuables les plus riches s'acquittent en moyenne d'un taux d'imposition globale de 27%, contre 46% pour les 0,1 les plus fortunés. Cette situation paradoxale s'explique notamment par l'optimisation fiscale et l'utilisation de niches ou de structures juridiques permettant de réduire fortement l'impôt dû. Ce déséquilibre manifeste soulève une question de fond, celle de la conformité de notre système fiscal avec le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Pour y remédier, cette PPL vise à instaurer un impôt plancher sur le patrimoine applicable aux très grandes fortunes. Le principe est de garantir que la dite fraction des foyers fiscaux les plus aisés verse au minimum l'équivalent de 2% de la valeur nette de leur patrimoine chaque année, dès lors que celui-ci dépasse 100 millions. Ce mécanisme ne crée pas un impôt supplémentaire, mais repose sur une logique de contribution différentielle. Il ne s'appliquerait que si le total des impôts déjà acquittés n'atteint pas ce seuil plancher. Selon les estimations, cette mesure concernerait 1 800 contribuables en France et pourrait générer 15 à 25 milliards de recettes fiscales annuelles. Ce type de mécanisme vise à garantir qu'aucun contribuable, quelle que soit l'ingéniosité de ses stratégies d'optimisation, ne puisse échapper à un minimum de contribution. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit un dispositif d'exit tax adapté pour limiter le risque d'exil fiscal. Le mécanisme se concentre ainsi exclusivement sur ceux qui, bien qu'extrêmement fortunés, contribuent aujourd'hui faiblement à l'impôt. Difficile en effet d'imaginer un dispositif plus ciblé. Il ne s'agit nullement d'un rétablissement de l'ISF. Le présent texte s'en distingue profondément tant par sa portée que par son assiette. L'ISF en 2017 s'appliquait à partir de 1,2 million de patrimoine, touchant quelques 358 000 foyers, tandis que le présent dispositif ne concernerait, je le répète, qu'environ 1 800 foyers fiscaux dont le patrimoine dépasse les 100 millions. Il entend ainsi cibler les cas extrêmes d'évitement fiscal, là où la réforme de l'ISF de 2017 a eu pour effet de maintenir assujettis les classes moyennes propriétaires de biens immobiliers non délocalisables et de faire sortir de l'imposition les catégories les plus riches détenteurs d'un patrimoine d'actions ou de participation délocalisable. Ceci étant dit, malgré l'intention louable de rétablir une plus grande justice fiscale, le dispositif proposé soulève plusieurs difficultés. Premièrement, mes chers collègues, la totale absence d'études d'impact. Et oui. Deuxièmement, sur la méthode. Allez-y, chers collègues. Allez-y. Mes chers collègues, sur la méthode, la position du groupe Les Républicains demeure constante sur un point précis.
Il s'agit d'intégrer ces réflexions fiscales dans le cadre d'une réflexion plus globale sur le budget. Et nous invitons le gouvernement, Madame la Ministre, dans le cadre du projet de loi de finances que vous ne manquerez pas de nous présenter, d'introduire un certain nombre d'éléments avec les études d'impact que vous pourriez nous fournir pour, le cas échéant, faire évoluer la situation, revoir la question de l'ISF dans le sens des amendements que le groupe LR ne cesse depuis plusieurs années, à l'initiative de notre excellent collègue Albéric de Montgolfier, de vous présenter. Pour toutes ces raisons donc, nous ne voterons pas la proposition de loi qui nous est soumise. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est maintenant close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion du texte de la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Je vous donne la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur quelques éléments puisque j'ai été interrogée et je voulais revenir sur quelques réalités pour qu'on puisse ancrer ce débat, qui est un débat tout à fait légitime, dans un certain nombre de faits économiques et fiscaux de notre pays. Certains m'ont interrogé pour savoir si, au fond, il y avait encore de la justice fiscale et si ça restait un objectif pour la ministre que je suis, mais plus largement pour le gouvernement, j'ai dit même pour l'État. Je voulais citer quelques chiffres. D'abord, Jean-Marc Germain a écrit, quand il travaillait à l'INSEE, une étude que je vous invite tous et toutes à lire en 2023 sur le caractère redistributif de notre système fiscalo-social. Et il montre qu'en France, entre le premier décile et le 10e décile, les revenus perçus ont un écart de 1 à 18. Il montre ensuite qu'après application de notre régime à la fois fiscal et social, cet écart va de 1 à 3. Et ce que montre l'INSEE, c'est que nous sommes le pays le plus redistributif d'Europe, puisque aucun pays n'a un système fiscalo-social qui réduit autant les revenus perçus et l'écart effectif de niveau de vie après redistribution. Je me tiens à votre entière disposition pour vous partager le lien sur le site de l'INSEE de cette étude. Deuxième sujet, y a-t-il une justice fiscale? Notre système est-il progressif? Bon, je veux rappeler ici quelques éléments. Le taux marginal d'impôt sur le revenu en France, après application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui n'est pas la CDHR, pour que tout le monde comprenne bien, est de 49%. C'est un taux qui, en Europe là aussi, est particulièrement élevé. Ensuite, avons-nous aujourd'hui une pente de l'impôt sur le revenu qui montre que la contribution est effectivement bien, proportionnelle au revenu. 25% des contribuables acquittent 75% de l'impôt sur le revenu. 0,1% des contribuables les plus riches, qui représentent 0,9% du revenu, payent 4% de l'IR. Ça, c'est un chiffre intéressant parce qu'il nous montre la capacité de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Sur l'IFI, qui est un élément important cité par un certain nombre de sénateurs ici, sa progression de rendement a été de 11% en 2024 par rapport à 2023 et son rendement a donc atteint 2,2 milliards d'euros pour 186 000 foyers. Le PFU, de son côté, est maintenant générateur de 6,3 milliards d'euros, là où en 2018, il était du coup 3 milliards, puisqu'il a augmenté de 3,5 milliards d'euros de rendement entre 2018 et 2023. Donc c'est-à-dire que la flat tax, contrairement à ce qu'on entend parfois, a abouti à des rendements de fiscalité sur le capital qui a quasiment doublé en valeur. Voilà. Ensuite, la question que vous posez, mesdames et messieurs les sénateurs, je cherche à alimenter un débat. La question que vous posez, c'est celle de la suroptimisation du revenu fiscal de référence. Et je mets les choses sur la table. Il est vrai que dans notre pays, nous avons le constat, notamment au moment des contrôles fiscaux, qu'un certain nombre de contribuables qui ont des patrimoines très élevés ont des revenus fiscaux de référence qui rendent certains de ces ménages éligibles au RSA ou au logement social. C'est-à-dire que
grâce à la suroptimisation légale, le revenu fiscal de référence est tiré massivement vers le bas et donc limite notre capacité à imposer, tel que je viens de le décrire, par l'impôt sur le revenu ou l'IFI. Exactement, monsieur le sénateur. Vous avez tout à fait compris là où je vais. Heureusement, ces ménages ont la décence de ne pas demander le RSA ou le logement social. Mais mon sujet n'est pas celui-là. C'est de constater qu'au cours des contrôles fiscaux aujourd'hui, les autorités fiscales, puisque ces mécanismes sont indécents mais légaux, les autorités fiscales n'ont pas les outils de redressement. Et donc c'est bien là-dessus que nous voulons travailler. Parce qu'il me semble que la justice fiscale que je vous ai décrite ne peut pas s'accommoder que certains ménages, par ces mécanismes légaux, arrivent à présenter des revenus fiscaux de référence aussi bas. C'est donc ce travail que nous menons très précisément avec les autorités fiscales sur la bonne manière de répondre à cette question. Et nous avons un certain nombre de travaux en cours. D'abord, il y a comment on définit le revenu fiscal de référence et ensuite comment on en contrôle au fond sa sincérité. Puisque le problème des revenus non distribués, c'est que ce sont bien des revenus qui sont détachés de ce revenu fiscal de référence, qui devient du coup insincère et qui fait, je me permets de le signaler, notamment pour un certain nombre de sénateurs qui plaidaient, notamment dans le groupe centriste, sur la bonne mesure qu'était la CDHR votée de manière exceptionnelle au vu des sénateurs qui s'exprimaient pour 2024-2025, je signale que la CDHR ne règle en rien ce problème. Puisque la CDHR dit qu'il faut payer au moins 20% de son revenu fiscal de référence en impôts. Le problème, c'est que je vous dis que le sujet n'est pas le taux, le sujet, c'est l'assiette. C'est donc l'assiette du revenu fiscal de référence. Je voulais faire vous présenter ces travaux, vous dire que j'en suis totalement consciente, que nous travaillons techniquement et que je souhaite répondre dans les prochaines semaines et bien sûr avec les parlementaires qui seront intéressés à ce sujet qui, je crois, fait consensus dans le monde notamment entrepreneurial comme étant au fond une manière de desservir ce que nous cherchons à encourager. Puisque ce que nous cherchons à encourager, ce sont les entrepreneurs, ce sont les familles qui ont choisi de garder des entreprises qui sont en croissance en France. Ce que nous cherchons à encourager, c'est l'innovation. Et donc, je crois que beaucoup des entrepreneurs, quand je leur décris cette situation, sont, comme tous les Français, je crois, légitimement, bien sûr, en soutien de l'effort que nous pourrions faire de mettre fin à ces pratiques abusives. Et donc, je veux rassurer les entrepreneurs de ce pays pour bien considérer que c'est bien ça que nous voulons résoudre. Sur l'article 1, vous avez la parole, chers collègues. Oui, merci, monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. On a la possibilité, grâce à cette proposition de loi, de pouvoir traiter d'un sujet important, un sujet pour lequel beaucoup de Français nous regardent. On pourrait dire que nous avons mis en place une forme de lobbying, mais vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, effectivement, des réactions de Français, mais également des maires qui demandaient à ce qu'on puisse considérer cette question eu égard aux difficultés que rencontraient les collectivités. Et on sait bien à quel point dans cet hémicycle nous y sommes attachés. Nous avons un seul objectif, en fait, ici, Madame la Ministre, c'est essayer de sortir la France du marasme dans lequel vous et Emmanuel Macron nous avez mis, en tout cas dans les 7 ans qui sont arrivés, et avec un second objectif qui est de dire aujourd'hui nous sommes dans une tension sociale qui est forte, qui est importante et sur laquelle la question de la justice sociale est absolument primordiale. La réalité, c'est que nous sommes face à un déficit public qui explose, 60 milliards en 2017, 170 milliards en 2024, avec un total de 3 000 milliards de dettes, et en même temps, la France est un paradis fiscal pour ultra-riches, avec 500 plus grandes fortunes qui, en 2017, avaient 570 milliards. Et aujourd'hui, ça a été rappelé par plusieurs de mes collègues, 1228 milliards, c'est-à-dire 7 fois le montant de notre déficit annuel. Alors comment on a pu en arriver là? C'est quelque chose qu'on devrait tous
se poser comme question. Et si nous proposons cette taxe qui est défendue par évidemment Gabriel Zucman, qui a été défendue, vous l'avez rappelé, par Bruno Le Maire, par vous-même à l'Europe, par monsieur Pisani-Ferry, par également Olivier Blanchard, c'est que nous sommes face à une situation qui est importante, grave, utile, et qu'il nous faut aujourd'hui absolument diviser en fait les efforts que vous allez demander, les efforts qui vont une fois pour toutes tomber à la charge des autres Français. D'où l'intérêt de cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Monsieur Jadot, vous avez la parole sur l'article unique. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues de droite, dans quel régime politique vivons-nous pour que vous défendiez avec autant de ferveur 1800 foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions de fortune et qui payent moitié moins que les autres Français en impôts? L'égalité fiscale, ça n'est pas rien dans notre histoire politique. Ça a été dit, elle a été consacrée par l'article 6, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Elle est consacrée par l'article 1er de notre Constitution. Ça devrait faire réfléchir ceux qui se disent encore gaullistes. Vous préférez en fait perdre 20 milliards de recettes potentielles pour protéger ces privilégiés plutôt que d'investir dans la santé mentale de notre jeunesse, on en a beaucoup parlé cette semaine, dans la transition écologique, dans la réindustrialisation, dans l'école ou dans l'hôpital. Sommes-nous devenus une plutocratie? Le Sénat de la République, qui devrait se battre bec et ongles pour lutter contre les coupes budgétaires qui abîment nos territoires et notre collectivité, ce Sénat de la République est-il redevenu la chambre des pairs sous la Restauration, plus soucieux de protéger uniquement les privilégiés? Sommes-nous revenus à l'ancien régime où une caste la plus riche était exonérée de l'impôt? Relisez ou lisez, Madame la Ministre et chers collègues, Tocqueville. Qu'est-ce qu'il disait? Hors de toutes les manières de distinguer les hommes et de marquer les classes, l'inégalité d'impôt est la plus pernicieuse et la plus propre à ajouter l'isolement à l'inégalité et à rendre en quelque sorte l'un et l'autre incurables. Et il ajoutait, du moment où les deux classes ne sont pas également assujetties, elles n'ont presque plus de raison pour délibérer jamais ensemble, plus de cause pour ressentir des besoins et des sentiments communs. On leur a ôté, en quelque sorte, l'occasion et l'envie d'agir ensemble. Alors, ce n'est pas de la confiscation, ce n'est pas de l'obsession, c'est juste appliquer la loi, l'égalité fiscale. Et si en plus ça ramasse 20 milliards, franchement, tout est bon à prendre. Si, chers collègues, la parole est à Monsieur Blanc sur l'article unique. Trois remarques, puisqu'on a eu un débat rapide en commission des finances. La première, c'est que je pense que les mots, effectivement, ont un sens, et je ne crois pas, pour ma part, que ce soit une loi d'équité fiscale. Avoir de l'équité fiscale, ça nécessiterait de refonder l'impôt sur le revenu, ça nécessiterait d'améliorer la fiscalité sur le capital. Je rappelle qu'avec le PFU, la fiscalité sur les dividendes, c'est seulement 12,8%. Imposé sur le revenu. Il y a les plus-values latentes, ce qu'a évoqué notre collègue dans la déclaration, dans la discussion générale, un certain nombre d'autres dispositifs qui nécessiteraient d'être remis sur la table, et puis bien évidemment les héritages. Ce n'est pas une loi d'équité fiscale, par contre c'est une loi dont le mérite premier est d'être une loi anti-abus. Et il me semble qu'il faut qu'on creuse cette question de manière beaucoup plus importante. J'ai entendu vos arguments, Madame la Ministre. Je ne les partage pas. Je ne les partage pas parce que, oui, il y a un certain nombre de hauts patrimoines qui abusent, qui suroptimisent. Et je ne crois pas que c'est en corrigeant des dispositifs qui laisseront nécessairement des trous dans la raquette qu'on arrivera à lutter contre toutes les formes de suroptimisation fiscale. Et la grande vertu de ce texte, évidemment, c'est d'être une innovation. D'être une innovation fiscale en agrégeant ce qui relève de la fiscalité sur la personne physique et ce qui relève de la fiscalité sur la personne morale, en l'espèce les entreprises. Je le dis pourquoi? Parce que la suroptimisation, les abus, ils s'inscrivent, ils s'intègrent justement
dans ces tours de passe-passe entre ce qui va circuler, entre la fiscalité ou entre, en tout cas sur les revenus liés aux personnes et ce qui se passe au niveau des entreprises. On le sait bien, avec des remontées de résultats entre les sociétés mères, les sociétés filles, les holdings. Et c'est précisément cette raison qui nous conduit à devoir repenser la façon dont fonctionne notre fiscalité et à introduire dans notre code des impôts des outils comme celui-ci. Et puis le troisième point, et je vais terminer là-dessus, on a eu, au moment du Covid, des patrimoines qui se sont considérablement enrichis parce que la BCE a injecté massivement des liquidités. Et on a des personnes qui ont utilisé ces liquidités pour valoriser les entreprises, pour racheter des actions et améliorer leur patrimoine. Ce serait tout à fait juste qu'à un moment donné, il y ait un retour d'ascenseur. C'est une question morale. Merci, chers collègues. Monsieur Ouzey, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Tout à l'heure, dans la discussion générale, il a été évoqué une mesure, une proposition totémique, une mesure symbolique. Nous croyons qu'on est dans tout l'inverse. On est dans quelque chose de fondamental. Et Madame la Ministre, vous disiez tout à l'heure, le système fiscal français, il permet de comprimer les écarts entre les différents déciles. Mais regardez un peu la situation des patrimoines. En 1985, les 1% les plus riches de ce pays détenaient 16% de la richesse nationale. Aujourd'hui, ils en détiennent un quart. C'est-à-dire que la confiscation est dans l'autre sens. C'est-à-dire que les 99% les plus pauvres de ce pays, c'est-à-dire tous les Français, se sont vus confisquer 8% de la richesse nationale, de toute la richesse créée, au profit des 1%. Donc la confiscation aujourd'hui, elle est dans l'autre sens. Et vous ne proposez rien sur ce sujet. Donc on n'est pas dans le totem, notamment quand on sait que l'année prochaine, vous souhaitez trouver 40 milliards dans le pays pour combler les déficits, et que donc là, on vous offre la moitié de la situation. Et donc si vous voulez continuer sur les classes moyennes, sur les classes populaires, à appuyer, alors qu'il y a des solutions comme celle-là qui permettent de le faire, c'est pas normal. Deuxième point, on a évoqué la question de la constitutionnalité. Dans la Constitution, il me semble qu'il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la situation actuelle est anticonstitutionnelle. Aujourd'hui, l'impôt n'est pas redistributif à raison des facultés. Les gens ne payent pas à raison des facultés. L'impôt est dégressif à partir des 0,1%, comme ça a été montré. Donc aujourd'hui, la situation est anticonstitutionnelle. Donc c'est ça qu'il faut réparer. Et il y a urgence à réparer. Alors je sais que vous travaillez, mais ça prend quand même beaucoup de temps, tout ça. Ça prend quand même un moment. Les promesses étaient faites lors du dernier budget. Et on attend toujours, et ça fait des années maintenant que vous êtes au gouvernement. Et puis ensuite, il y a toute cette question sur l'épargne qui viendrait à manquer. On sait que dans ce pays, il y a un excès d'épargne. Donc le sujet, ce n'est pas celui-là. Le sujet, ce n'est pas la peur que l'épargne partirait je ne sais où. On a la possibilité de faire quelque chose. Et aujourd'hui, se reconstitue une société d'héritiers, une société d'ancien régime figée. 65% du patrimoine des gens est hérité. Qu'est-ce qu'on raconte à ceux qui essayent de s'en sortir par leur travail? Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Donc moi, je suis d'accord avec les collègues. Il y a eu une nuit du 4 août. Il faut un après-midi du 12 juin aujourd'hui pour changer la situation. Merci. Merci, chers collègues. Parole est à Monsieur Chantrel. Pour 2 minutes, chers collègues. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je pense que c'est un débat éclairant et un moment de vérité finalement que nous avons aujourd'hui à travers ce débat. Un moment de vérité vis-à-vis des Françaises et des Français sur le fait que vous souhaitez uniquement que les efforts reposent toujours sur les mêmes, quelque part, et vous souhaitez toujours épargner toujours les mêmes, qui sont les multimillionnaires. Et je dirais, Madame la Ministre, quand on fait autant d'erreurs au niveau de sa politique économique depuis 8 ans, qui est finalement, d'ailleurs, cette politique économique et fiscale, endossée également par la droite sénatoriale, en refusant cette taxation. Pendant 8 ans, vous n'avez fait que baisser les impôts des plus riches, vous avez supprimé l'ISF, vous avez baissé les impôts des grandes entreprises. Ce qui amène ce déficit, 700 milliards, est dû à cette politique économique qui n'a même pas créé le moindre point de croissance, puisque la croissance n'a jamais été aussi atone que lors de ces 8 ans avec cette politique fiscale et économique. Quand on a un tel échec, on revient sur cette politique. Surtout quand on veut combler ce déficit. Parce que si le message que vous envoyez à nos compatriotes, c'est que c'est uniquement eux qui vont le payer à travers les coupes des dépenses qui vont les affecter directement, qui vont affecter leurs soins, qui vont affecter les écoles. C'est ça que vous préparez au niveau du prochain budget. Là, vous souhaitez 40 milliards.
Pas de problème. Ce soir, vous en avez 20 qui vous sont offerts. 20 milliards. Ça concerne ceux qui gagnent plus de 100 millions d'euros dans notre pays. 100 millions d'euros, 2%. Même si votre gouvernement compte la moitié de millionnaires, ils ne sont même pas concernés puisqu'ils sont en dessous des 100 millions. Donc même vous, vous êtes épargnés. Donc 100 millions d'euros, 2%. Parce qu'eux, ils ne payent que 27% en termes de cotisations sociales et de revenus, alors que nos compatriotes payent, eux, 50%. Elle est là, la justice. Ça ne sera jamais accepté, ce redressement des comptes publics, s'il n'est pas fait dans la justice fiscale et que ce soit les plus fortunés qui puissent y contribuer. Chers collègues, Madame Suiris, vous avez la parole. On vous a entendu, Monsieur Delège, tout à l'heure, Madame de Montchalin. En fait, vous dites, finalement, nous sommes d'accord, il y a une inégalité fiscale. Ce dispositif n'est pas si mal, c'est un dispositif finalement relativement simple, mais faisons autrement. Faisons autrement, commençons par le PLF, dit l'un, revoyons les modes de calcul du revenu de référence et regardons l'ensemble du dispositif, dites-vous, Madame la Ministre. Mais en attendant, pourquoi ce dispositif si simple, qui est un dispositif compensatoire, en fait, d'une absence quasiment d'impôt, n'est-il pas possible à mettre en place en attendant ce recalcul? Pour que cet effort que vous demandez aux Français, qui est un effort considérable de solidarité, on a entendu parler de 40 milliards quand même, eh bien vous les aidiez à le faire par ce 2%. Merci. Merci, Monsieur Savoldelli. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voulais poursuivre votre raisonnement, Madame la Ministre, mais parce qu'on a le même rapport. Et le rapport que vous citez confirme qu'avant transfert, les ménages aisés disposent en moyenne d'un revenu 18 fois supérieur à celui des ménages les plus pauvres. Là, on se suit. Là, ça va. OK. Ce n'est qu'après transfert, donc après accès au service public. Eh oui, et ça, vous avez oublié de le dire comme ça. Après accès au service public, que ce rapport constate une réduction importante des inégalités dans un rapport ramené de 1 à 3. Mais qui finance les services publics? Qui réduit cet écart? C'est bien un moment, ça a un coût, c'est la dépense publique, et il faut que les ultra-riches y passent à la contribution pour financer le service public. Bon, vous avez un sourire amical, mais la question est sérieuse. Donc, vous voyez, votre rapport, il faut avoir la lecture la plus aiguisée possible, Madame la Ministre. Merci. Alors, je passe la parole d'abord au rapporteur, Monsieur Canevet ensuite, et Madame la Ministre, je vous propose de clôturer la prise de parole sur cet article unique. Quelques observations très rapides sur ce qui a été dit. D'abord, moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'on ait des débats sereins. Et donc, j'entends parfaitement les critiques de Madame Senet, de Monsieur Blanc, de Monsieur Chantrel, de Monsieur Savoldelli. Monsieur Jadot, je pense objectivement que vous avez un tout petit peu dérapé. Quand vous attaquez nommément, enfin pas nommément, mais que vous dites que les sénateurs de droite, ou que le Sénat en général, pourrait défendre les milliardaires et que c'est uniquement pour ça qu'il s'attaquerait à cette loi ou qu'il ne la voterait pas, je pense que vous êtes dans la pure caricature. Dans la pure caricature. Et quand vous dites dans quel régime nous vivons, est-ce qu'on vit en plutocratie? Non, monsieur le sénateur, mon cher collègue, nous vivons en démocratie. Et en démocratie, le Sénat, justement, résiste à toutes les pressions, y compris des lobbies, y compris aux pressions que vous nous imposez depuis une semaine, les mails reçus chez tous les sénateurs pour les pousser à voter. Et ça n'est pas acceptable. Donc nous débattons sereinement, nous vivons dans une démocratie alors que vous savez parfaitement, parce que vous en discutez entre vous, parce que le professeur Zucman vous l'a dit, que la proposition de loi telle que vous la proposez avec un impôt à 2% sans plafonnement est contraire à notre Constitution. C'est vous qui proposez un dispositif anticonstitutionnel, donc je trouve que c'est un petit peu fort de café de nous reprocher, de reprocher aux sénateurs de droite ou de la majorité sénatoriale de ne pas respecter la démocratie. En démocratie, on débat, on n'attaque pas comme vous le faites. Et je trouve, pour être tout à fait honnête,
qu'il y a une pointe assez nauséabonde et populiste à vouloir faire croire aux gens que la majorité sénatoriale s'opposerait au texte pour protéger les plus riches, alors que c'est exactement le contraire. C'est pour protéger notre économie, protéger les entreprises dans notre territoire, pour qu'il y ait plus d'investissements dans l'ensemble de nos circonscriptions. Et si vous ne le voyez pas, si vous pensez que vous allez pouvoir rentrer dans vos circonscriptions en disant « j'ai cassé l'emploi, j'ai cassé l'investissement et j'en suis fier », je pense que vous mettez le doigt dans l'œil. Si, monsieur le rapporteur, merci. Je peux vous donner, s'il vous plaît, chers collègues, est-ce que je peux vous donner la parole pour clôturer le débat sur l'article 1 ? Ça ne vous dérange pas ? Tout à fait, monsieur le Président. J'ai 2 éléments. Monsieur Canévet, Madame Lavarde et ensuite Madame la Ministre. Voilà. Monsieur Canévet, pour 2 minutes, s'il vous plaît, j'essaye de faire respecter le temps de parole pour qu'on puisse discuter de la seconde loi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. J'ai simplement demandé à prendre la parole parce que, à écouter certains orateurs tout à l'heure, j'ai eu le sentiment que certains d'aucuns ici ont appelé les ultra-riches ne paieraient pas d'impôts dans notre pays. La réalité, ce n'est pas celle-là. L'année dernière, il y a eu 83 milliards de recettes d'impôts sur le revenu. 19 millions de foyers fiscaux ont payé, sur les 41 millions de foyers fiscaux dans notre pays, ont payé l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire pas la moitié. 10% des contribuables qui ont payé l'impôt sur le revenu ont payé 75% du produit de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4% des foyers fiscaux de notre pays ont payé les 3/4 de l'impôt sur le revenu l'année dernière. Alors, venir dire que certains foyers fiscaux ne paieraient pas d'impôt à notre pays, je pense qu'on ne met pas les termes du débat dans le bon sens. Donc, il faut rectifier les choses et il faut dire que oui, les plus aisés contribuent parce que nous avons un système fiscal qui est progressif et proportionnel aux revenus. Alors, ça, c'est clair. Mais absolument, c'est clair. Et donc, ne venez pas dire que certains n'auraient pas payé. Et alors, j'ai entendu aussi que le produit serait de 20 milliards. Mais sur quoi basez-vous cela? Rien ne permet d'affirmer que par la disposition que vous proposez, vous pourriez récupérer 20 milliards d'euros. Enfin, c'est un mirage que vous faites à la population française. Parce qu'il faut pouvoir détenir la réalité des chiffres, et vous ne l'avez pas. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse croire qu'on trouvera des milliards gratuitement, mais je crois que c'est un mirage et de l'ironie. Merci, Monsieur Canet. Madame Lavarde, vous avez la parole pour 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne pense pas que j'aurais besoin des 2 minutes, mais juste parce que j'ai cru... Alors, je n'ai pas pu assister à tout, mais on m'a rapporté quand même les propos qui ont pu être tenus sur notre posture politique, sur ce que nous pensons, ce que nous ne pensons pas. Je voudrais juste rappeler ici que notre groupe, avec constance, depuis plusieurs PLF, défend une révision de l'impôt sur la fortune immobilière pour venir justement taxer la fortune dite improductive qui ne contribue absolument pas à l'économie française et que jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé un écho suffisant pour que la mesure rentre en vigueur. Que cette année, le rapporteur général s'est battu, et il l'avait déjà fait l'année précédente, pour qu'on mette en place un dispositif anti-Koum-Koum, et que si on n'avait pas été très actif et très vigilant jusqu'à la commission mixte paritaire, ce dispositif ne figurerait pas dans la loi de finances promulguée, et que pas plus tard qu'au printemps, nous avons de nouveau interpellé en commission des finances sur les mesures d'application réglementaire pour que ce dispositif soit effectif. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas que nous sommes aveugles aux problèmes que peuvent poser la contribution des plus riches. Par contre, nous le réaffirmons ici avec fermeté. La mesure qui est proposée est inefficace, inefficiente, et je pense que les orateurs qui se sont exprimés à la tribune pour expliquer pourquoi ils voteraient contre l'ont largement développé. Parce qu'effectivement, nous pensons qu'il est nécessaire de continuer à investir et à soutenir les investissements, la création, l'innovation, dans les secteurs notamment de la transition climatique, de la défense, et je pense que sur ces sujets, nous nous rejoignons. Et nous pensons aussi qu'il est très important de garantir notre souveraineté sur tout un tas de secteurs et de filières. Et demain, vous êtes en fait prêts à ce que
les détenteurs de ces actifs les vendent pour pouvoir payer votre impôt. Et juste pour finir, un exemple, regardez ce qui se passe pas très loin d'ici, juste de l'autre côté de la Manche, dans un pays qui est dirigé depuis quelques mois par un gouvernement travailliste. Depuis qu'il a mis en place des mesures récentes de taxation des plus riches, il y a exactement 11 000 millionnaires qui ont quitté le pays. Donc voilà, c'est peut-être ce que vous voulez. Alors là, vous en parlez que de 1800. Et juste une dernière question, pourquoi Gabriel Zucman n'a pas réussi à mettre en place cette taxe dans les pays qui ont un gouvernement de gauche et devant lesquels il s'est exprimé à l'OCDE? Merci Madame Lavarde. Madame la Ministre, pour quelques minutes, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Très rapidement sur 2 éléments. Je crois que personne ici n'a l'éthique de se dire que nous protégerions ou mettrions sous cloche 1800 personnes. Les ETI dans notre pays, qui sont précisément les entreprises qui génèrent des dividendes non distribués et qui ont des valorisations importantes, c'est 4 millions d'emplois. Les entreprises du CAC 40 dans notre pays, c'est 1,2 million d'emplois. Donc moi, je ne protège personne à part l'économie, les emplois, l'investissement, la croissance et donc une capacité à être attractif et le plus possible dans une forme de cohérence européenne, ce qui fait que je pousse sans aucune difficulté au niveau de l'OCDE et au niveau européen beaucoup de propositions. Si on l'harmonise au niveau international, sinon on l'harmonise, oui, mais on peut donner l'exemple, mais si on donne l'exemple tout seul, à la fin, vous savez, on est tout seul. Deuxième élément, sur les enjeux budgétaires. Sur les enjeux budgétaires, je veux juste faire un raisonnement un peu par l'absurde avec vous, sur le fait que vous me dites, certains d'entre vous, au fond, vous avez là une solution, Madame la Ministre, le déficit est résolu de boîtier. Si nous voulons atteindre une situation où nous arrêtons de créer de la dette tous les ans, c'est-à-dire avoir un déficit de moins de 3%, et nous voulons le faire d'ici à 2029, ce qui me semble être déjà un horizon lointain, trop lointain vu notre situation collective. Parce qu'aujourd'hui, nous payons plus d'intérêts de dette que de dépenses pour l'éducation nationale, ce qui me semble être un objectif que nous pourrions partager comme n'étant pas satisfaisant. Il nous faut globalement réduire en 2029 d'à peu près 100 milliards notre dépense par rapport à ce qui sinon se passerait. Alors on va faire un raisonnement ensemble. Vous me dites là on trouve 25 avec 2%. Ça veut dire que l'année prochaine il faut retrouver 25. Donc on fait 4%. Et puis l'année d'après, si je cherche 100 milliards et que vous me dites qu'avec 25 j'ai déjà résolu, donc soit on se dit on fera 2% par an, on arrivera à 8%, soit on ne fait pas ça, soit on ne fait pas ça. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a 75 milliards d'économies que nous devons faire sur les dépenses. Et il me semble qu'il est sincère de dire aux Français que nous ne pouvons pas arrêter d'augmenter notre dette sans passer par une révision de notre rythme de dépenses, sur la nature de nos dépenses, sur ce que nous mettons dans nos services publics et la manière dont nous l'organisons. L'autre manière de le dire, c'est que chaque année, si nous laissons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, la dépense de santé augmente naturellement de 15 milliards d'euros. Donc, vous voyez bien que si vous voulez mettre en face une dépense qui est nécessaire, la santé, un impôt, parce que vous me dites, nous ne voulons pas faire des réductions sur la dépense, eh bien, ça veut dire que chaque année, il faut générer 15 milliards de plus, si je suis votre raisonnement. Et donc, ce n'est pas juste 2% cette année, si on suit votre raisonnement. Ce sera 2% de plus l'année prochaine, et encore 2%. Ce que je veux dire ainsi, et je conclus ici, Monsieur le Président, si j'arrive à me faire entendre, c'est que je suis ministre des Comptes publics et qu'il me semble que nous avons une très grande confusion aujourd'hui. C'est que nous parlons d'un impôt qui rapportera une fois peut-être 25 milliards, là où notre équation budgétaire est de tenir dans le temps un effort qui, lui, se répète chaque année. Vous voyez bien qu'il y a un enjeu ponctuel, votre impôt dont vous trouvez qu'il est formidablement calibré, et la situation collective du pays, qui est que chaque année, nous devons bien réduire notre dépense. Je mets ces deux arguments en balance pour que nous ne laissions pas croire aux Français qu'il y aurait une solution, au fond, facile sous nos yeux, dont nous nous priverions. Puisque j'ai l'occasion de présenter l'article, je voulais répondre surtout à l'argumentation du rapporteur, notamment qu'il a mis en évidence pendant la commission, du risque d'inconstitutionnalité, que le taux de 2% était un taux confiscatoire et que le Conseil constitutionnel pourrait rendre inconstitutionnel
la proposition de loi. Donc la proposition est très simple. Nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette proposition de loi, c'est que le mécanisme soit mis en œuvre. Et donc la proposition que fait le groupe socialiste, comme il le fait d'ailleurs à chaque PLF depuis de nombreuses années, c'est de proposer un taux un peu moindre, donc pas 2%, mais 1%, qui répond à cette difficulté liée à l'inconstitutionnalité. Aller plutôt dans le bon sens. Et l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, merci Monsieur le Président. D'abord, je voudrais saluer l'auteur de cet amendement, puisqu'il dit qu'il tient compte du rapport du rapporteur. Donc déjà, c'est qu'il y a un dialogue. Il y a un dialogue, donc vous avez entendu le fait qu'effectivement, il y avait à 2% un risque extrêmement élevé d'inconstitutionnalité. Et donc c'est dommage que vos collègues tout à l'heure n'aient pas entendu ça, parce que ça aurait évité, notamment à notre collègue Jadot, de dire qu'on vivait dans une plutocratie. Donc il y a bien des soucis qui sont relevés, et donc vous en voyez un. Il me semble cependant, et je vous l'ai dit dans mon rapport, je l'ai redit à la tribune, qu'au-delà de 0,5 sans plafond, nous sommes dans l'incertitude absolue et qu'il est donc vraisemblable que cela soit à nouveau toujours inconstitutionnel. Et pour une raison très simple, c'est que de la même façon que ce que j'avais dit tout à l'heure, par principe, cette taxe nécessitera dans la plupart des cas l'aliénation d'une partie du patrimoine du contribuable, puisque c'est le principe en réalité, puisqu'on vise des gens qui ont un patrimoine quasiment exclusivement en actions. Et donc du coup, il y a cette difficulté constitutionnelle qui reste. Et pour le reste, mon cher collègue Cozic, il reste tous les problèmes que j'avais soulevés par ailleurs, les risques opérationnels de valorisation des entreprises, le risque opérationnel de liquidité des entreprises et le risque surtout de fuite des entreprises. Et je précise que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous me dites qu'il n'y aura pas d'exil fiscal, sincèrement, ok, il y a des dispositifs anti-exil, mais est-ce que vous pensez sincèrement que les personnes qui ont un patrimoine de 80 millions, qui ont un patrimoine de 90 millions d'euros, qui voient donc que demain, ils vont être assujettis à la taxe. Vous pouvez penser sincèrement qu'ils vont rester sagement avec le patrimoine qu'ils ont? Il faut être sérieux. Merci. Aucun ne restera en France. Rapporteur, Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement, s'il vous plaît? Défavorable pour les mêmes raisons de constitutionnalité. La seule certitude qu'on a, c'est que sans plafonnement, 0,5% est le taux maximal autorisé par le Conseil constitutionnel. Et là aussi, je vous relate les faits. Après, on peut toujours se lancer dans des grandes croisades et se dire qu'on va tenter, etc. Moi, je vous relate les faits. 1% ne résout pas le problème. Merci. J'ai été saisi de demandes de parole, d'explication de vote. Madame Suiris et après Madame Blatrix-Contat. Alors, moi, je voulais en tout cas dire que le groupe GEST s'abstiendra sur cette proposition parce que nous pensons que nous, le 2% permet vraiment de pouvoir atteindre le seuil d'équité. Toutefois, je voulais quand même, moi, revenir un peu sur les dispositifs que vous souhaitez proposer, que sur l'IFI ou vous, Madame les ministres, souhaitez porter à notre connaissance lors du PLF. Et si par ailleurs ce débat peut vous permettre de gagner un arbitrage, ce sera toujours ça de prix. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que dans cet hémicycle, on fasse exactement qu'il y ait cet effet d'illico. C'est-à-dire que tout d'un coup, mettre en place un dispositif, alors que au départ, le gouvernement Barnier voulait prendre un dispositif qui touchait vraiment les grandes communes qui avaient beaucoup de moyens, font qu'aujourd'hui, eh bien, c'est plein de petites communes qui sont obligées de, et j'imagine que vous avez des remontées, des petites communes qui sont obligées de sortir 4 000, 6 000, 10 000 euros. Ce que vous allez proposer, c'est exactement ça. Nous, ça touche la taxe qui est Zuckman, c'est 1 700 foyers. Vous voulez toucher finalement 60 000 foyers. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous allez attaquer les entrepreneurs, les dirigeants de PME, les professions libérales. Nous, ce n'est pas la volonté que nous avons aujourd'hui. Nous, ce que nous voulons, c'est que les 1 700 foyers qui ne payent pas d'impôts à la hauteur des impôts que paye tout le monde puissent
enfin contribuer. Et donc, à force de vouloir diluer, en fait, vous allez toucher beaucoup plus à la créativité, beaucoup plus à l'innovation que ce que nous voulons faire. Merci. Madame Blatrix-Contat, vous avez la parole pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je serai très rapide. 2%, c'est trop. Trop encore. Lors du dernier PLF, avec mon groupe, nous avions proposé un seuil à 0,5% qui aurait permis de tester et bien entendu, cela a été refusé. Donc je crois que c'est vraiment une question de principe de votre part. Monsieur Jadot, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. On a appliqué cet impôt plancher sur la fortune de Bernard Arnault. Et ça va vous permettre peut-être, Madame la Ministre, de comprendre ce que nous proposons ici, parce que visiblement, il y a eu quelques malentendus. En 2024, M. Arnault a un patrimoine de 190 milliards. Tout va bien pour lui. Si on applique cet impôt plancher, il paiera en plus 3,8 milliards pour être à ces fameux 2%. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, M. Arnault, si on applique la façon dont il s'est enrichi sur les 10 dernières années à la façon dont il va s'enrichir sur les 5 prochaines, il aura peut-être plus parce qu'il est copain avec Donald Trump. Si on applique avec l'impôt plancher, il passera de 2024 à 2028 de 186 milliards à 297 milliards. Il aura augmenté sa fortune de 100 milliards. Et il contribuera en 2028 de 6 milliards, ce qui est le rendement du PFU. Donc vous voyez bien que ce que nous proposons, ce n'est pas confiscatoire, c'est simplement une contribution puisque les plus riches vont de fait continuer à s'enrichir. Et je vous rappelle, Madame la Ministre, vous avez cité le PFU, il y a quand même eu le rapport du Conseil d'orientation sur les prélèvements sur le capital qui ont, c'est chez vous, qui ont clairement indiqué qu'il y avait eu 0 investissement, 0 emploi créé par le PFU et la suppression de l'ISF. Enfin, chers collègues, les exilés fiscaux, mais vous prétendez aimer la France. Mais on a l'impression que ceux qui sont super riches sont juste des mercenaires. Que le fait qu'ils aient la nationalité française et qu'ils vivent dans notre pays, c'est simplement lié à leur taux d'imposition. Mais quelle vision décliniste et pessimiste que vous avez de notre pays. Moi, je suis sûr qu'ils sont patriotes et qui paieront leur juste part. Merci, chers collègues. Je mets aux voix cet amendement 1 avec 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je tiens ici à remercier absolument Eva Sass et Clémentine Autain qui ont porté cette PPL à l'Assemblée nationale. Vous dire que sur l'exil fiscal, il est vrai qu'au moment de l'instauration de l'ISF, ça touchait 350 000 personnes et que certains sont partis. Qui les connaît, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez citer 1 ou 2 noms de personnes qui sont parties? Personne ne le sait. Là, sur les 1700 foyers, on les connaît. On sait qui ils sont. Ils s'appellent Bernard Arnault, famille Hermès, Vétémer, Bettencourt, Saadé, Dassault, Muliez, Pinault, Niel, Beignet. On sait qu'ils ont contribué effectivement à l'essor de la France. Et on peut reconnaître, et j'imagine que si aujourd'hui vous les défendez autant, c'est parce que vous considérez que ce sont des serviteurs de l'État. C'est pour ça que vous les défendez, parce qu'ils font, effectivement, ils apportent bien. Moi, je voudrais finir par une anecdote philatélique, ça change. Pendant la guerre, en 1945, il y avait des flammes illustrées. La Poste, à l'époque, était un réel service public et il faisait une communication. Et il disait « économiser, c'est servir, gaspiller, c'est trahir ». Eh bien, moi, je vous dis ici que je ne pense pas que les personnes qui sont les plus grandes richesses françaises trahiront leur pays. Je pense qu'au contraire, ce qu'ils ont réussi à construire, ils en sont fiers. Ils en sont fiers pour eux, pour leur famille, pour leurs petits-enfants. Et donc, arrêtez de dire qu'ils partiront parce que je trouve que c'est vraiment leur faire défaut. Et je vais donc finir sur une phrase qui dit que payer ses impôts, c'est servir. Refuser de les payer à hauteur de ses facultés, c'est trahir. Merci, chers collègues. Monsieur Barros, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, notre groupe votera évidemment pour cette proposition de loi parce qu'elle rompt enfin avec un récit politique devenu délirant, celui selon lequel les plus riches seraient plus fragiles pour contribuer et les pauvres trop solides pour être épargnés. C'est un sujet d'importance, de justice sociale et malheureusement terriblement d'actualité.
Cette loi vise ceux pour qui la richesse n'est plus un revenu, mais une rente qui, à 7,5% de rendement annuel net d'inflation, prospère sans jamais ruisseler vers l'intérêt général. Une richesse qui ne produit ni emploi, ni innovation, ni bien commun, juste un levier, juste du capital, juste un pouvoir d'influence sans borne. Et pendant ce temps, les services publics trinquent à l'image de l'hôpital, de l'école, des collectivités locales qui doivent faire plus avec moins jusqu'à l'épuisement. Face à cela, que nous rétorque-t-on? Qu'il ne faudrait pas renvoyer un mauvais signal aux grandes fortunes, qu'un impôt minimum de 12%, même au-delà des 100 millions d'euros du patrimoine, serait une agression? Mais enfin, chers collègues, depuis quand la justice fiscale est-elle devenue un risque? Depuis quand la République doit-elle s'excuser d'exister face aux intérêts privés? L'ironie, chers collègues, c'est que vous continuez de parler le langage de la rationalité économique tout en défendant une situation d'absurde irrationalité. Quel État doit vouloir réduire la dette tout en épargnant ceux qui pourraient la financer sans rien perdre de leur train de vie? Quelle majorité peut prétendre défendre l'ordre républicain tout en acceptant que 0,001% de la population vive hors du champ commun de l'impôt? Ce n'est pas une politique, c'est un privilège de plus et des plus indécents. Aussi, nous disons que ce texte aujourd'hui est une mesure de justice et de santé démocratique. Nous pensons en effet que ce texte est le seul à pouvoir redonner du sens au mot égalité, cette belle idée inscrite au fronton de nos mairies. Et je vous remercie. Merci, M. Barros. M. Kozik, pour explication de vote. Merci, monsieur le Président. Donc, le groupe socialiste va voter, bien évidemment, la proposition de loi inscrite dans la niche du groupe SER. Je voulais d'ailleurs les remercier de cette belle initiative. Sur une question qui est centrale dans le débat public aujourd'hui, c'est aussi la capacité des uns et des autres, de chaque Français, à contribuer en fonction de ses moyens. Et je ne me fais pas d'illusions sur la suite qui va être donnée dans quelques instants par le vote final sur cette proposition de loi. La majorité sénatoriale, en cohérence avec le gouvernement, poursuit la politique de l'offre telle que vous l'avez construite depuis 8 ans et dont aujourd'hui les résultats sont aussi à la hauteur de vos attentes. Je vais rappeler simplement 3 300 milliards de dette publique, un endettement à hauteur de 3 300 milliards, une croissance atone, des défaillances d'entreprises qui se multiplient, des destructions d'emplois et un effort demandé pour le prochain budget à hauteur de 40 milliards uniquement pour 2024. Madame la ministre, je souhaitais aussi très solennellement, au nom du groupe socialiste, m'adresser à vous et vous rappeler que votre présence aujourd'hui sur ce banc, elle ne tient parce que les socialistes ont agi en responsabilité. Mais notre responsabilité, je vous le rappelle, n'était pas sans engagement de votre part. Ce n'était pas un chèque en blanc. Non, notre responsabilité s'est trouvée portée par l'accord que nous avons noué avec le Premier ministre. Un accord dans lequel figurait une contribution sur les hauts patrimoines afin de tendre vers plus de justice fiscale que 8 ans de macronisme ont annihilé. À ce jour, aucune piste allant dans le respect de la parole donnée ne semble se dessiner. Après quelques mois, je le dis, et disons-le franchement, le refus de cette taxe, présentée aujourd'hui, aussi minimale soit-elle, ne présage rien de bon pour les échéances automnales à venir. Échéances qui pourraient être périlleuses pour le gouvernement. Et je vous le redis très solennellement, si vous comptez nous payer en monnaie de singe, en considérant que notre soutien est acquis, alors le prochain budget s'annoncera sûrement le dernier pour le gouvernement. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi. Monsieur le rapporteur, vous voulez vous exprimer rapidement, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Rapidement, pour rétablir quelques vérités, puis pour revenir sur ce qu'a dit Mme Saunier. Je crois que ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de monter les Français les uns contre les autres. Et de dire qu'on va résoudre les problèmes des Français les plus pauvres en taxant les plus riches, c'est vraiment pas... c'est monter les Français les uns contre les autres. Donc je voudrais rétablir quelques chiffres tout simples. S'il vous plaît. Comme l'a dit Michel Canevet, fort justement, tous les Français paient beaucoup d'impôts. Et les plus riches paient beaucoup d'impôts. Je ne parle pas des ultra-riches. Les plus riches paient beaucoup d'impôts. Et ce que dit l'IPP, c'est que jusqu'à 99,9%, on paie de façon progressive, ça monte. Tout le monde ne paie pas pareil. Le chiffre de 50% que vous avez beaucoup cité est une erreur.
avancé par Gabriel Zucman. L'IPP parle de 46% au maximum et 46% qu'il oppose aux derniers des derniers au plus haut qui, eux, ne paieraient que 26%. Là, il y a effectivement quelque chose à traiter. La ministre l'a dit. Il faut rétablir peut-être une petite inégalité entre ces 26 et ces 46. Il y a déjà une première façon, c'est, je pense, baisser le taux marginal de l'IR parce que dans ce pays, pourquoi on a une telle différence ? Parce que l'impôt sur le revenu est beaucoup plus élevé que dans d'autres pays. On a fait un effort sur l'IS qui reste plus élevé que dans d'autres pays, mais qui n'est pas encore suffisant. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a cette différence de traitement. Mais laissez penser que les Français ne paient pas d'impôts, que les plus riches ne paieraient pas d'impôts, c'est totalement faux. Le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui, c'est uniquement celui de la progressivité de l'impôt tout en haut. Et nous, ce qu'on vous dit, nous avons un désaccord sur l'opportunité ou pas de créer ce nouvel impôt qui va, en fait, qui est juste. Il y a d'autres solutions que de créer de nouveaux impôts. On en a déjà listé certains. En tous les cas, ce qu'on vous dit juste, c'est qu'on a un désaccord sur l'opportunité à la fois opérationnelle et d'efficacité de cet impôt. Si, monsieur le rapporteur, je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 317, pour l'adoption 129, contre 188. Le Sénat n'a pas adopté. Je donne la parole à Madame Christine Lavarde pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, merci Monsieur le Président. Lors des scrutins publics 317 et 318, ma collègue Annie Pétrus souhaitait s'abstenir et non voter contre. Acte est donné de cette mise au point. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné. Chers collègues, je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. Je rassure mes collègues du groupe écologiste, c'est comme au rugby, on arrête le chronomètre. La séance est suspendue. Voilà donc pour ces discussions autour de la taxe Zucman. C'était au mois de juin au Sénat et depuis, le débat autour de ce nouvel impôt est partout. Le Parti socialiste en fait même un élément des discussions pour un éventuel accord de non-censure avec les partis du socle commun. Bref, on risque d'en entendre encore parler dans les mois qui viennent et on suivra ça bien évidemment sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez avec nous, l'information politique continue sur notre antenne.